Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour écouter Gaëtan Gaston, qui n'a pas mis son nom sur sa slide de titre. Hein, vous retenez les élèves pour le TIPE. Et donc, il va nous parler dans l'assiette d'un coureur, comment réussir son grand rêve. Donc, Gaëtan, il est prof de physique-chimie en BCPST ici au lycée Roland-Garros. Il s'intéresse beaucoup à la chimie du vivant et il s'est intéressé, dans le cadre de sa pratique sportive, la chimie de son alimentation. Qu'est-ce qui est important pour réussir à sa course? Qu'est-ce qu'il faut manger avant, pendant, en fonction de la performance qu'on veut réaliser? Et oui, c'est ce qu'il va nous expliquer ce soir. Donc, je vais préciser, il est ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, tout ça. Voilà. À toi la parole. Merci Bruno, et du coup merci aux amis de l'université pour cette conférence qu'on fait ici ce soir. Donc moi effectivement, mon bagage c'est de diplômé de l'École normale supérieure, donc en chimie, donc je n'ai pas étudié la nutrition à proprement parler, mais je connais pas mal ce que c'est la science, étudier les articles, etc. Savoir si un article est de qualité, justement on aura l'occasion d'y revenir dans cette conférence. Je suis, on va dire, plutôt ancien, mais j'ai pratiqué l'ultra trail quand même beaucoup, avec des semaines d'entraînement à plus de 20 heures semaine. Donc on a l'occasion de découvrir un petit peu comment ça fonctionne, le trail, la logistique et tout ce qui est autour de ça. J'ai été suivi par plusieurs diététiciens avec des suivis sur plusieurs mois pour mettre en place des régimes spécifiques, avec des diététiciens qui m'ont aussi donné beaucoup de documentation pour que je comprenne ce que je mange. Donc j'ai eu l'occasion comme ça de perfectionner ma pratique. Et grand consommateur de livres et de podcasts sur le sujet, je vous ai fait du coup un petit résumé aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tout ça. Alors, le grand raid, il va revenir beaucoup à la fin parce qu'on va quand même pas mal parler de l'alimentation au quotidien, mais le grand raid c'est 180 km, donc en gros c'est à peu près presque tout le tour de l'île. Vous partez d'ici vers Saint-Philippe et vous allez jusqu'à Anse-des-Cascades, ça fait 180 km. Et 10 000 mètres de dénivelé, c'est 6 fois la montée du bloc pour aller au Piton des Neiges. Donc on est sur une course qui tout de suite humainement paraît hors norme, mais finalement en fait quand on rentre vraiment dans l'ultra-endurance et qu'on va à des rythmes qui sont très peu élevés, on est capable de les soutenir très 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 longtemps. Là où on se dit déjà un marathon ça a l'air bien, mais en fait non, on peut soutenir des rythmes comme ça très 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 longtemps, à condition d'aller suffisamment lentement. Alors, si on s'intéresse du coup à ce qui s'est passé l'année dernière, on a eu un premier qui s'appelle Baptiste Chassagne, qui vient de Lyon, enfin Saint-Étienne plus précisément, mais qui bosse à Lyon maintenant. Il a mis 23h32, ce qui n'est pas loin d'être un record, puisqu'ils n'ont pas encore agrandi le parcours. Et si on regarde sa course, 10h36 sur en gros la première moitié, enfin j'ai découpé ici, et 12h56 sur la deuxième moitié, donc on va dire qu'il a mis 22% de plus sur la deuxième moitié. Donc il y a une détérioration de la performance un petit peu, mais ce qui est intéressant c'est de comparer du coup avec d'autres coureurs, parce que lui c'est un coureur qui a priori a optimisé sa pratique, sa nutrition, sa course, a priori en étant professionnel il a optimisé tout un tas de choses, là où un coureur ordinaire n'a peut-être pas tout optimisé. Donc bon, j'en ai pris un au hasard. Bon, peut-être pas tout à fait au hasard en vrai, mais il m'allait bien. Bon. Donc 17h49 sur la première moitié et 26h17 sur la deuxième moitié. Donc là on est à plus 48% d'augmentation. Donc vraiment on a un coureur où la performance est extrêmement détériorée. Et ça en général c'est pas bon signe. C'est une performance optimale. Normalement elle ne doit pas se détériorer autant. Ça veut dire que soit il est parti trop vite, soit il y a eu des problèmes d'alimentation. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que sur un effort aussi long, des petites erreurs vont commencer à avoir des impacts importants. Là où sur une course de 2 heures, on ne va pas forcément payer les pots cassés des petites erreurs qu'on commet. Alors j'ai voulu voir si on pouvait généraliser. Donc ici vous avez le classement du coureur et le pourcentage en plus. Donc le premier c'était 22%. Dans les 10 premiers on voit qu'ils sont à peu près, encore il y en a un pas trop, mais ils sont plutôt entre 20 et 30. Et après on commence à avoir une augmentation. Et là, dans cette zone-là, j'ai vu aucun coureur qui était en dessous des 30%. Alors du coup, je me suis dit, super, je vais faire comme mes élèves avec leur TIPE, je vais essayer de modéliser ça par une droite. Non, je blague, on n'a pas le droit de faire ça ici, les points ils sont vraiment trop espacés. Donc bon, pas grand-chose comme information à tirer de ce tableau, malheureusement, il aurait fallu que je prenne peut-être l'ensemble des coureurs, peut-être faire des moyennes, éventuellement
éventuellement savoir si le coureur a réussi sa course, parce qu'une course d'ultra-trail, on peut la rater. Enfin, il y a des coureurs qui finissent en ayant des tendons qui sont vraiment en mauvais état et qui marchent alors que normalement ils avaient prévu de courir. Il y a des coureurs effectivement où c'est pas en accord avec leur niveau de performance, peut-être pour des raisons gastriques, peut-être pour d'autres raisons. Donc ça aurait été bien de corréler avec ça pour voir si le coureur a performé ou pas ce jour-là. Et après il y a aussi la question, est-ce que le coureur souhaite être performant? Un coureur qui est plutôt dans la deuxième moitié, peut-être qu'il ne souhaite pas être performant, il a envie de passer 30 minutes au ravitaillement à discuter avec les bénévoles, c'est son droit. Mais du coup, moi je vais plutôt parler de ceux qui cherchent à être performants, qui sont plutôt dans le premier quart, voire les 10-15 premiers pourcents. Alors, petit tour d'horizon avant quand même de se centrer sur l'alimentation. Donc, il y a une intro assez longue parce que j'essaye de poser toutes les bases de tout ce dont je vais parler. Je dirais qu'il y a 5 piliers dans le trail, parce que ça collait bien de faire une étoile. Le premier étant la récupération, puisque en fait, quand vous vous entraînez, vous abîmez votre corps. Le moment où vous devenez plus fort, c'est quand vous dormez, vous récupérez, et le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes plus fort. Ou le surlendemain, la récupération peut être un peu plus longue. Ensuite, vous avez l'entraînement, donc ça c'est ce que tout le monde fait bien en général, tout le monde, enfin ceux qui sont passionnés de nature, aller s'entraîner 20 heures dans la nature, c'est pas forcément un problème. C'est le reste qui va des fois pêcher un peu, quand il faut jongler avec le travail, l'emploi du temps familial, etc. etc. Et en général, l'entraînement c'est ce que tout le monde fait. Préparation mentale, bon ça, on peut se préparer un petit peu, anticiper, ne pas partir trop vite, etc. Faire un travail sur soi si on a identifié quelques problématiques sur les courses précédentes. La logistique, je vais en parler un petit peu, alors ça c'est hyper important, quand on commence à s'entraîner 20 heures par semaine, il y a une logistique alimentaire, il faut préparer ses courses, il faut manger pendant les courses, pendant les entraînements, il faut préparer ce qu'on mange après, parce que quand on s'est entraîné 5 heures, le problème c'est que ça décale les repas, donc après on n'a plus faim pour le goûter, etc., ça décale tout, donc c'est bien anticiper, préparer ses repas, etc., donc c'est toute une logistique à mettre en place, si on veut vraiment être performant dans sa pratique. Et le dernier pilier, bien entendu, l'alimentation, qui finalement est relié à tout ça, puisque pour bien récupérer, il faut avoir mangé les bons nutriments. Donc voilà, c'est ce que... J'ai plus le mot en français, mais moi je ne mange pas, je refuel, quoi, c'est du fuel, c'est du carburant. Ensuite, l'alimentation est importante pendant l'entraînement, avant, il y a aussi des stratégies qu'on peut mettre en place pour optimiser tout un tas de choses. Ça ne va pas être le cœur de la conférence, mais j'aurai l'occasion quand même de donner un ou deux éléments. Ensuite, la préparation mentale, bon, c'est en lien avec l'alimentation, les aliments plaisir un petit peu qu'on peut mettre en place, et l'alimentation est en lien avec la logistique, je l'ai un peu dit, préparer ses repas en avance, préparer ce qu'on va manger pendant les courses, pendant les efforts, beaucoup de choses à faire, et ça prend beaucoup de temps. Non. Et justement, sur cette partie logistique, en fait, moi ce que j'aime bien dans le trail, c'est que dans tous les domaines de la vie, il y a des gens qui sont meilleurs que nous, parce qu'ils sont nés avec des prédispositions génétiques, où elles sont un peu meilleures que les nôtres, donc ils ont une plus grosse capacité respiratoire, pulmonaire, un cœur qui bat plus lentement, plus gros, etc. Tout ce qu'on veut. Et le trail, justement, c'est un des domaines où, si on est déterminé et motivé à s'occuper notamment des aspects logistiques, les trucs qui sont chiants et dont personne n'a envie de s'occuper, on aura le temps de voir à l'occasion de la conférence c'est quoi les aspects logistiques un peu plus en détail, et ben on peut battre les autres. On peut être meilleur que d'autres si à chaque fin de course, alors ça c'est le même conseil que je peux donner à mes élèves, c'est-à-dire après chaque délai ou après chaque fin de course, on analyse ce qu'on a fait mal, ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la course suivante, qu'est-ce qui a fonctionné dans le protocole d'alimentation, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à quel moment il y a eu des problèmes, ou pas, et à partir de ça, on peut vraiment progresser et aller battre des gens qui sont meilleurs que nous sur le papier, c'est-à-dire physiologiquement ils sont meilleurs que nous. En gros, c'est des gens sur un 10 km ou en marathon, ils vont être meilleurs que nous, mais sur un ultra-trail, là où vraiment la logistique va entrer en jeu, on peut les dépasser. Et pour ça, déjà, une des choses, c'est d'utiliser le bon carburant, puisque on ne met pas de l'essence ordinaire dans une Formule 1, ni dans une fusée. Alors, pourquoi il faut du bon carburant? Si on regarde les conseils de l'ANSES et l'Agence nationale de santé, etc., qui donnent les recommandations pour la France, en gros, c'est à peu près 2000 kcal pour une femme et 2500 pour un homme, plutôt sédentaire, enfin peu sportif. Et si on regarde un sportif, alors ça c'est Paul Sexas, Espoir Tour de France cette année, il consomme une étape de montagne, il peut consommer jusqu'à 8000 calories par jour. Enfin, la dépense peut être de 8000 et comme ils sont en Tour de France pendant 3 semaines, il est obligé de les manger dans la journée, sinon il sera en déficit et il va y avoir des problèmes après quelques jours. Et 6 à 10 litres d'eau par jour.
Donc c'est beaucoup plus qu'une personne ordinaire. Moi, une fois, j'avais mesuré, j'étais à 8 litres d'eau sur une journée avec une sortie de 5 heures. En janvier-février. Alors pourquoi du coup on doit faire attention à l'alimentation et donc au fameux carburant qu'on ingère quand on est sportif? C'est parce qu'on consomme 3 fois plus que tout le monde et malheureusement du coup on consomme 3 fois plus tous les polluants qu'il y a dans notre alimentation et dont on a un petit peu conscience ces temps-ci qu'une personne normale. Alors finalement, est-ce qu'il existe une équation simple qui permette de performer en fonction de ce qu'on mange? Une équation qui dirait on mange une quantité de glucides, ça peut être du riz, du pain, etc., des fruits, des protéines, avec ici d'ailleurs c'est aussi une source de glucides, les lentilles, mais en plus ça donne des protéines. On rajoute des lipides, alors dans les œufs il y a aussi pas mal de lipides déjà, des oléagineux qui contiennent aussi des protéines, etc. Et puis à partir de tout ça, ça fait la performance. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait les macronutriments, donc glucides, protéines et lipides. Mais en fait des macronutriments, il y en a aussi là-dedans. Il y a aussi des glucides, des protéines, des lipides. Est-ce que je vous conseille de manger ça pour performer en ultra trail? Peut-être pas. Ensuite, à cela s'ajoute ce qu'on appelle la micronutrition. C'est les trucs qu'on connaît, c'est-à-dire les vitamines. Donc A, C, B, K, etc. Les minéraux, Na+, Cl+, K+, Cl-, K+. Et les oligo-éléments, alors des fois ils sont rangés dans la catégorie des minéraux, le zinc, le sélénium, le fer. Donc tous ces trucs-là qu'on a dans l'alimentation, qu'on ne sait pas forcément, mais qui sont essentiels au fonctionnement du corps humain. Donc déjà, des choses à prendre en considération, mais en fait, ça va dépendre quand même beaucoup des personnes, puisque 2 personnes vont être différentes. Donc déjà, leurs besoins vont dépendre de leur activité physique. Un sédentaire n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait 20 heures de sport par semaine. Ça va dépendre de l'âge. Avec l'âge, il y a certains mécanismes qui fonctionnent moins bien dans le corps humain et qui nécessitent des adaptations. Par exemple sur le collagène, on peut prendre du collagène en vieillissant, on a un peu plus de mal à le synthétiser, à l'utiliser et à le faire naturellement. Le sexe biologique aussi, et en fait ça dépend même d'une population et d'un individu. C'est-à-dire supposons aujourd'hui vous décidez de vouloir faire la diagonale des fous, donc vous donnez un plan, on va dire si vous n'avez jamais couru de votre vie, allez, si vous voulez le faire bien et pas vous blesser 4-5 ans, peut-être moins, vous pouvez, mais vous n'allez pas avoir besoin des mêmes conseils. Parce que, bon, je vous apprends quelque chose, mais globalement, tout le monde est carencé en quelque chose, vitamines, etc., dans la population moyenne. Et si vous êtes japonais, vous n'avez pas les mêmes carences alimentaires que si vous êtes européen. Donc les réajustements seront différents en fonction de la population et même jusqu'à l'individu, parce que chaque individu est un petit peu différent. Tout ça pour dire que je vais vous donner des conseils un peu généraux qui sont adaptés aussi des conseils que moi j'ai reçus, mais c'est difficile de faire quand même des généralités quand on parle de sport et si on veut vraiment aller dans l'ultra performance. Néanmoins, bon, je pense que si vous suivez un certain nombre de choses que je vais dire, vous vous en sortirez pas trop mal. J'ai donc fait des prises de sang pour voir où j'en étais, avec des trucs improbables qui font les laboratoires, ils ne comprennent pas pourquoi on demande ça. Donc cuivre, zinc, sélénium, c'est les oligo-éléments. Vitamine D, bon ça, j'avoue, je les connais, je ne sais plus trop à quoi ça sert. On voit que je suis un peu en dessous ici je suis un peu en dessous, ici aussi. Ici j'étais plutôt là, dedans, je me disais, bon bah j'étais content. Et puis là, le nutritionniste au téléphone, il me dit, non mais c'est pas bien parce qu'en fait, comment sont faits ces marqueurs? Ces marqueurs, ils sont faits en prenant des gens en bonne santé. Donc on prend des gens en bonne santé, j'ai été demandé au laboratoire. Alors je ne sais pas ce que c'est des gens en bonne santé. Je ne sais pas si c'est des gens qui ne sont pas tombés malades dans l'année, des gens qui sont vraiment en bonne santé, qui ont un suivi spécial particulier. Mais on m'a dit, on prend des gens en bonne santé, donc je sais pas, on en prend 10 000. On fait des prises de sang, et normalement, comme souvent, quand on fait des prises de sang sur une population énorme, on a une courbe qui est une gaussienne, ici, avec le nombre d'individus et la valeur rencontrée. Donc par exemple, ici la valeur médiane qui est au milieu c'est 1, donc elle serait ici. Ici on aurait 1,3 et ici on aurait 0,7. Et donc ces bornes-là, elles sont choisies de manière à laisser 2,5% de la population dans l'aire blanche ici et 2,5% de l'autre côté. Ce qui veut dire que déjà, il y a des gens qui sont potentiellement en bonne santé et qui sont ici et ici, qui sont en dehors des normes, d'après la définition de bonne santé du laboratoire. Et ensuite, ça, c'est quand même adapté à une population a priori peu sportive ou qui pratique le sport de manière occasionnelle. On peut imaginer que ce soit différent, les optimums, pour quelqu'un qui
qui pratiquent le sport 20 heures par semaine. Et donc moi, le conseil de mon nutritionniste, c'était je peux largement être au-dessus de cette valeur-là, il n'y a pas de souci. Ça, du coup, il m'a dit tout de suite, tu manges des noix du Brésil. Je dis ok, super, très bien, on voit la précision. Et ça, il m'a dit, bah, soit tu manges des abats, soit il faut te complémenter. Par contre, attention, parce que si tu prends les deux en même temps, il y a une mauvaise synergie, du coup, il faut en prendre un le matin et un le soir. Ok. Donc on n'est pas sur des trucs simples, mais mettons. Donc effectivement, on peut avoir un suivi vraiment individualisé si on veut aller au bout des choses. À un moment, il faut passer par là, quoi, quand on commence à pratiquer vraiment le trail énormément. On peut même faire des prises qui sont beaucoup plus complexes. Je les ai vus sur des trailers dans des laboratoires en Belgique, avec des marqueurs auxquels on n'a pas accès en France. Mais voilà, il y a beaucoup de possibilités. Alors, autre problème, si on s'intéresse aux recommandations faites par les différents pays, donc là j'ai les recommandations au Royaume-Uni et les recommandations en France. Protéines, 55-45 grammes. Nous, on est plutôt, alors là j'ai pris pour l'exemple ici, parce que c'est en pourcentage homme, j'ai fait le calcul, entre 63 et 125. Donc même la borne la plus basse, elle est quand même bien au-dessus de celle-ci. Et je pense que nos recommandations sont bien mieux que celles qu'ils ont en Angleterre. Glucides, du coup, bah, c'est plutôt la barrière haute, parce qu'en même temps, si on ne mange pas beaucoup de protéines, il faut bien manger autre chose, et eux, bah, en Angleterre, ils proposent de manger des glucides. Même constat sur les oligo-éléments, donc bon, on pourrait aller tous les regarder, mais j'ai pris l'exemple du calcium, parce que je l'ai trouvé intéressant. Alors à noter que, vous allez voir pourquoi je dis ça, les populations sont quasi identiques entre le Royaume-Uni et la France. Au Royaume-Uni, ils recommandent 700 mg par jour. Alors, j'ai pas trouvé si pour eux c'est plus ou moins 10%, plus ou moins 20%, j'ai pas trouvé de données. Mais nous, c'est quand même entre 1000, minimum 1000 à 2500. Alors, du coup, je vous propose, enfin, je vous laisserai vous faire votre opinion, mais je vous donne des faits. Au Royaume-Uni, ils ont 1,9 million de vaches laitières pour une production de 15,3 milliards de litres de lait, donc à écouler, on va dire. Nous, on a 3,5 millions de vaches pour 23 milliards de litres de lait. Le lait contient beaucoup de calcium. Y a-t-il un lobbying du lait qui pousse à encourager la consommation de calcium? Je vous laisserai vous faire votre opinion, ou éventuellement lire ce livre. Pendant que j'y suis du coup sur les sources et éventuellement se méfier des recommandations, je fais du coup une petite aparté aussi pour mes étudiants qui sont là et pour leur apprendre à analyser des articles. Là on a un article qui nous dit qu'en gros les yaourts c'est intéressant pour le métabolisme, etc. Enfin, le microbiote au niveau des intestins. Mais par qui a été fait cette étude? Si on regarde dans les conflits d'intérêts, eh ben, on a des scientifiques qui travaillent dans une célèbre marque, une célèbre boîte qui fait des yaourts. Alors pas tous, mais il y en a quand même. On peut aussi regarder si l'article a été beaucoup cité, donc si on fait confiance si la communauté scientifique, en fait c'est une communauté d'experts, reconnaît les gens qui ont fait cet article comme experts. S'il y en a beaucoup qui l'ont cité, ça veut dire que oui, probablement. Donc bon, l'article, je ne dis pas qu'il faut ne pas utiliser cet article. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, s'ils trouvent des résultats qui montrent que, par exemple, les yaourts, c'est problématique dans tel ou tel cas, alors, si c'est vraiment problématique, peut-être qu'ils vont publier, mais s'il y a des problèmes, ils ne vont pas les publier, les données. Donc on sait, il y a eu quelques années, il y a un article qui a été publié d'une boîte de pétrole américaine qui datait d'il y a 50 ans en arrière où ils avaient déjà anticipé pas mal de choses sur le réchauffement climatique. Le changement climatique, pardon. Et ils ne l'ont pas publié. Voilà, donc on arrive à la, enfin, si ça va bien, à la fin de l'introduction. Donc j'ai juste essayé d'expliquer le cadre, pourquoi c'est difficile de donner des recommandations, que les recommandations en fait, en vrai, doivent être individualisées. Et que finalement, ce dont je vais parler, c'est un peu ce qu'on appelle une assiette gaussienne du sportif pour le sportif moyen. Mais il y a des gens qui peuvent être très différents et des fonctionnements un peu différents et ça fonctionne très bien pour eux. Mais attention, par contre, c'est l'assiette gaussienne du sportif. C'est pas une assiette qui est adaptée à quelqu'un de sédentaire. C'est des besoins qui sont adaptés au sportif. Et encore une fois, par contre, en fonction des pathologies, il est possible qu'il y ait des aliments qui ne soient pas recommandés dans certains cas. Donc je vous invite à demander à votre médecin dans ces cas-là. Tout n'est pas recommandé pour tout le monde. Les œufs, par exemple, on connaît, c'est des aliments qu'on peut consommer, sauf quand on est diabétique notamment, ou qu'on a des vrais gros problèmes de cholestérol. On commence du coup avec les premiers macronutriments, les glucides. Donc exemple, le glucose. Donc, comme toutes les molécules de chimie organique, beaucoup de carbone. Le vivant, c'est la chimie du carbone, qui est pourtant un élément peu présent sur Terre, mais qui a tellement de caractéristiques intéressantes
en termes de capacité à former plein de liaisons différentes, qu'il a été sélectionné par le vivant. Le fructose, qui est ici, donc là les carbones ils ne sont pas indiqués, ceci, parce que comme on sait qu'en chimie l'atome prépondérant c'est le carbone, bah, dès qu'il y a un croisement ici, c'est un atome de carbone. Donc ils se ressemblent pas mal, le glucose et le fructose. Dans le miel il y a les deux, le fructose c'est pour le fruit, donc c'est le sucre qu'on trouve dans la plupart des fruits. Si on fait des chaînes de glucose, on a de l'amidon. Donc l'amidon, on le retrouve dans le pain. Alors je vous invite à tester de prendre de la mie de pain blanche et de la mettre dans votre bouche et de ne pas la manger, d'attendre 1 ou 2 minutes et vous allez sentir un goût sucré, puisque vous avez dans la cellule de l'amylase, il y en a aussi dans l'estomac, qui va digérer l'amidon et libérer du sucre. Et si vous associez glucose et fructose, vous avez le saccharose qui est le sucre le plus courant, le plus connu, c'est le sucre de table, le sucre de la betterave à sucre, qui est donc le saccharose. J'en parlerai pas beaucoup plus parce que ceux-là, moi, je les aime pas. Celui-là non plus. Oui, vous allez le détester à la fin de la journée. Alors, comment ça marche les glucides et comment ils peuvent être éventuellement utilisés par le coureur pour performer sur le grand raid. Vous avez 100 grammes qui sont stockés à peu près au niveau du foie, à peu près 100 grammes, et à peu près 300 à 400 grammes au niveau des muscles, qui peuvent être utilisés donc au cours de l'effort. Et encore peut-être pas tous, parce que certains muscles sont moins utilisés que d'autres quand on pratique l'ultra-trail. Si on fait le calcul, alors 1 gramme de glucides c'est 4 kcal, ce qui nous fait un stock de glycogène à 2000 kcal. Est-ce qu'on fait le grand raid avec ça? Quelqu'un qui fait une course de plus de 30 heures, déjà 1 heure de footing c'est 500 à 800 calories, allez peut-être le raider il est à 400 kcal, 300 kcal, avec 2000 on va pas au bout. Donc ça veut dire que soit il va falloir manger, soit peut-être il y a d'autres choses qui se passent, mais 2000, avec un stock de 2000 on va pas au bout. Donc il faut apporter des glucides ou il faut faire quelque chose. Donc ça ne permettra pas de réaliser un effort long. Et en plus le cerveau il en a besoin aussi, enfin, il y a tout un tas de besoins, le métabolisme de base. Donc c'est clairement pas suffisant et on va voir comment pallier à ça, comment bien adapter son alimentation pour avoir un apport en glucides. Est-ce que les glucides sont tous égaux? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange des glucides? Quand vous mangez des glucides, ils se retrouvent dans votre sang. Quand vous mangez du glucose, par exemple, ou n'importe quelle forme de glucide, assez vite, ils passent de votre estomac à votre sang. Et si vous mangez du glucose, c'est ce qu'on appelle un aliment à indice glycémique élevé, vous allez avoir une augmentation énorme du glucose dans le sang, et après une diminution. Pourquoi il y a une diminution? Parce que c'est pas bien d'avoir énormément de glucose dans son sang, donc il y a une protéine qui est sécrétée qui s'appelle l'insuline, dont tout le monde a, je pense, entendu parler un jour, qui va tout de suite venir réguler ça. Et le problème, c'est que comme il y a eu une montée conséquente et rapide, il y a une énorme sécrétion d'insuline et derrière, il y a une hypoglycémie. Donc quand vous mangez des aliments à indice glycémique élevé, et vous vous doutez lesquels c'est, mais on va y revenir après, vous avez ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, ce qui fait qu'une demi-heure après, vous avez de nouveau faim. Là où si vous mangez des aliments à indice glycémique moyen ou bas, vous avez une courbe qui est beaucoup plus lisse et qui va vous permettre d'éviter d'avoir cette hypoglycémie réactionnelle. Ça, c'est pas terrible pour la performance. Ça vous pousse à manger plus en plus, donc à la fin, vous allez manger trop de calories dans la journée. Et si vous avez mangé trop de calories, c'est physique. Plus que vous n'en brûlez, vous stockez sous forme de gras et vous prenez du poids. Donc bon, l'indice glycémique, rapidement, la formule, elle est... Ça marche plus. C'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire toute l'air qui est sous la courbe, divisé par l'air sous la courbe du glucose, donc c'est le glucose qui est pris comme référence, l'indice glycémique du glucose est pris à 100, et pour les autres, du coup, on a des valeurs inférieures. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est plutôt une glycémie lisse avec éviter les pics d'insuline. Parce que les pics d'insuline, ça va être quoi? Ça favorise l'apparition d'un diabète de type 2, et donc les sportifs qui consomment énormément de glucides, ils peuvent être sujets à ça et développer être prédiabétiques ou développer des diabètes de type 2, parce qu'ils consomment énormément de glucides. Et puis à la fin, c'est stocké sous forme de gras. Donc ça favorise la prise de poids, puisque le problème c'est que comme vous avez faim une demi-heure après, vous remangez, mais à la fin de la journée, votre total calorique, il a dépassé ce que vous deviez manger. Cette sensation d'hypoglycémie annule la performance, et les pics d'insuline, en fait, ils vous empêchent aussi d'utiliser les graisses, on reviendra dessus, comme carburant pour les muscles. Donc quelques exemples. Donc on peut trouver des tables avec beaucoup de valeurs différentes, mais j'ai pris un exemple de table. 15, glucose 100.
Donc dans votre tête, vous pouvez tout de suite maintenant associer le fait que du pain blanc égale du sucre. C'est dur parce que c'est bon, mais c'est vrai. Donc pain blanc égale sucre, malheureusement. Donc il faut privilégier des farines complètes, par exemple, du pain au levain, etc. En fonction du mode de cuisson, on n'a pas le même indice glycémique, donc plutôt vapeur pour les patates. Bon, les frites, c'est très gras aussi. Et donc après, le riz à cuisson rapide aussi à éviter, c'est mieux des... Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est mieux voilà, des riz basmati, des riz complets, pour avoir des pics glycémiques beaucoup plus faibles. Attention aussi, une orange n'est pas un jus d'orange. Dans une orange, vous avez des fibres, c'est-à-dire des molécules végétales qui ont une structure qui vient emprisonner le glucose, par exemple, ou le fructose, plutôt dans les fruits. Et ces fibres, elles vous permettent qu'il y ait une digestion lente, parce qu'elles sont cassées petit à petit dans votre estomac. Donc le glucose, il est digéré petit à petit. Là où dans un jus de fruits, vous avez cassé toutes les fibres et vous avalez la charge de glucose d'un coup. Donc les jus de fruits sont à éviter. Parce que ça vous fait monter la charge glycémique tout de suite. Néanmoins, est-ce qu'on doit se passer de sucre et se priver de sucre dans sa vie? Peut-être pas. Disons qu'on peut optimiser son sucre si on veut vraiment prendre du sucre. Et heureusement, en fait, naturellement, c'est ce qu'on fait, c'est de prendre du sucre au dessert, puisque tout ce que vous avez mis dans votre estomac avant de manger un sucre rapide, donc un sucre à indice glycémique élevé, va en gros tapisser votre estomac et permettre une digestion un petit peu plus lente. Donc avoir mangé des lipides, des protéines, etc. Donc dans vos repas, si vous pouvez, c'est conseillé de manger les légumes avec des lipides un petit peu d'huile du colza, on reviendra dessus, et ensuite éventuellement les protéines, et ensuite seulement le riz, la portion de glucides à la fin. Oui, du coup c'est moins fun, on n'a plus le choix, on peut tout mélanger, mais voilà. Et le dessert, du coup, éventuellement à la fin, s'il y en a besoin. Mais le problème, ce serait, disons, par exemple, le sucre à jeun à 4 heures. Ça, c'est un vrai problème. C'est là où vous allez avoir une hypoglycémie réactionnelle. Alors, est-ce qu'on a du coup des bons glucides? Donc le riz, je l'ai un peu dit, la patate douce, pour plein de raisons, c'est un très bon glucide. Le pain, préférentiellement au levain, parce que dans le pain, il y a de l'acide phytique, qui est une molécule qui empêche l'assimilation de certains minéraux, donc ça c'est aussi un truc à savoir. C'est que des fois vous achetez des aliments, vous les consommez parce qu'il y a tel élément dedans et vous en avez besoin, mais vous avez d'autres aliments qui ont des mauvaises synergies avec quelque chose qui va vous empêcher de bien assimiler ça. Donc pain au levain, pas complet, des fruits et éventuellement des pâtes. Un trailer, c'est 6 à 10 grammes par jour. Ultra trailer, quand on est à 20 heures semaine, c'est plutôt 10 voire plus. Le problème des pâtes étant le gluten. Ça, c'est un point que je veux soulever, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte que notre alimentation aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 60 ans, pour un aliment équivalent. Le blé, en 60 ans, il a été énormément modifié. Ça dépend des blés, il y a l'épeautre, par exemple, c'est un peu différent, il a été moins modifié, mais il y a beaucoup de modifications, et le but de ces modifications, ce n'est pas d'améliorer notre santé, c'est plutôt dans une logique de rentabilité. C'est le premier facteur. Donc ça, c'est un premier exemple d'une modification qui pose problème, et on va en parler d'autres exemples, mais le blé peut poser un peu problème. Donc il faut essayer plutôt de le limiter. Et du blé complet de préférence. Les lipides. Alors les lipides, ils sont pas trop en état de grâce. C'est un peu le cas de le dire. Pourtant, ils sont hyper essentiels. Et moi, quand je suis arrivé à La Réunion, j'étais hyper content parce que je mangeais beaucoup de riz, et je me suis dit, ah super, à La Réunion, tout le monde mange du riz. Et effectivement, quand on achète des Caraïbes, tout ça, il y a du riz. Par contre, souvent, si la viande n'est pas grasse, il n'y a pas trop de matière grasse. Donc c'est dommage, il y a trop de riz et pas assez de matière grasse. Alors par contre, quand on consomme des matières grasses, c'est très calorique, donc il faut adapter sa portion de riz à côté. Mais il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas assez de lipides. Alors les lipides en termes de molécules, c'est quoi? Donc acides gras saturés, on va revenir dans le détail sur chacun. Donc ça, on a dit, c'est des carbones. Et ici, on n'a même pas représenté les hydrogènes, puisque chaque carbone fait 4 liaisons. Donc ce carbone-là, en fait, il a 2 hydrogènes qui ne sont pas représentés ici et ici, puisqu'il fait 2 autres liaisons. Les oméga 6, donc c'est des molécules où la première double liaison qui est ici, elle commence à 6 carbones du bout de chaîne, et ici, pour les oméga 3, à 3 carbones du bout de chaîne.
Ces aliments, du coup, vous les retrouvez dans l'alimentation plutôt sous forme de triglycérides, parce que ça, c'est la forme dans laquelle on les stocke, et c'est la forme dans laquelle ils sont aussi dans les aliments qu'on consomme. Et ils sont aussi importants pour la membrane cellulaire. Donc nous, on est des êtres pluricellulaires, on est constitué d'un grand nombre de cellules, là où une bactérie, c'est une cellule. Et il nous faut des membranes pour séparer ces cellules, et les membranes, elles sont composées justement de ces composés-là, avec les acides gras qui sont attachés à une partie ici, chargée, qui permet d'avoir un bon contact avec l'eau, puisque nous sommes majoritairement constitués d'eau. Les lipides, comment ça fonctionne? Alors, en gros, nous, 5 à 13% chez un sportif pour l'homme, 12 à 22% chez une femme assez sportive, en termes de composition. 9 kcal par gramme de lipides, donc beaucoup plus calorique que les lipides. Et l'apport, ce serait entre 1,2 et 1,5 kg par kilogramme par jour. C'est peut-être pas très différent pour un sédentaire. Là, c'est un exemple pour un trailer, ultra-trailer, qui dépense beaucoup de calories. Si on fait le calcul, pour quelqu'un qui a 10% de masse grasse sur 70 kg, on a quand même 32 000 kcal. Là, on avait 2000 pour les glucides, ça fait beaucoup plus. Donc en fait, oui, c'est suffisant pour faire une diagonale des fous. Bon, si on est sur 40 heures avec 500 calories, on est sur 20 000 kcal, on a consommé 2/3 de son stock de lipides. Super, on peut faire les photos des abdos pour Instagram à la fin de la course, ça marche bien. Hélas, non. Parce que les lipides, ça se déstocke pas si rapidement que ça. Donc on peut avoir des techniques, notamment l'entraînement à jeun, ou différentes techniques d'entraînement qui vont optimiser la lipolyse. Cette capacité donc à brûler les lipides pour en faire de l'énergie, mais c'est assez lent, donc on est quand même très limité à ce niveau-là. Et malheureusement, comme dans nos alimentations, on a tendance à manger beaucoup de glucides et à prendre des repas à heure fixe et à pas prendre des repas à plus de 5 heures d'intervalle, on a un peu perdu cette capacité de lipolyse par rapport à nos ancêtres, qui ont des capacités de lipolyse, qui avaient des capacités de lipolyse quand même bien meilleures. Donc effectivement, ça c'est une petite courbe pour vous dire, 100% c'est quand on court très vite, donc 100% de VO2 max c'est un effort de quelques minutes je crois. À ce moment-là, on consomme que des glucides au niveau des muscles, les muscles ils tournent en brûlant des glucides, et par contre quand l'effort est moins intense, on consomme beaucoup plus de lipides. Donc ça c'est la répartition entre glucides et lipides. Donc en fait les lipides entrent carrément et beaucoup dans l'énergie qu'on utilise sur une course. Donc heureusement, puisqu'on avait dit que les glucides il n'y en avait pas beaucoup, même si on peut en ingérer, mais en plus on consomme des lipides qu'on a dans nos réserves. Je reviens donc sur les premiers, les acides gras saturés. Donc c'est les acides gras qui n'ont pas de double liaison. Donc vous les avez ici, un exemple. Recommandé inférieur à 30% de l'apport lipidique total. Exemple, l'huile de coco, là c'est 100% d'acides gras saturés. Le beurre, sur 82 grammes, vous avez 55% d'acides gras saturés, donc on dépasse largement les 30%. C'est-à-dire que si vous consommez du beurre, normalement il faut adapter en mangeant d'autres produits qui contiennent des acides gras saturés en teneur inférieure à 30%. Donc ça peut être l'huile d'olive, on a seulement 13 grammes pour 92 grammes de matière grasse. Pareil, là on a du bœuf, on n'est pas à 50%, mais on n'est pas très loin d'acides gras saturés, donc pareil c'est trop. En fait, la conclusion que je suis en train de dresser, c'est que les produits animaux, d'origine animale, donc les œufs, le beurre, la viande, etc., tout ça, le lait, ça contient, le fromage, trop d'acides gras saturés. Ce qui fait qu'il faut que dans votre consommation d'acides gras, il n'y ait pas que des produits d'origine animaux, mais aussi des huiles végétales. Alors pas toutes, parce que celles-là, l'huile de palme et quelques autres, contiennent aussi énormément, l'huile d'arachide du coup, énormément d'acides gras saturés. C'est pour ça qu'elle est solide d'ailleurs, et celle-là, elle peut être utilisée en cuisson comme le beurre de ghee. Et puis c'est pratique parce que ça permet d'en mettre pas beaucoup puisque c'est solide, donc on peut en mettre pas beaucoup. Alors petit problème qu'on a avec notre alimentation actuelle, pareil, toujours pour dire que ça a beaucoup évolué par rapport à avant. En fait, avant, il y a peut-être 60 ans ou plus, les vaches consommaient beaucoup d'herbes et de graines de lin. Ce qui faisait que même dans les produits animaux, alors je m'avance un peu là, il y avait beaucoup d'oméga 3. Puisque l'herbe en contient beaucoup, les graines de lin en contiennent beaucoup. Et malheureusement, aujourd'hui, on a changé leur alimentation, toujours des logiques de rendement, elles mangent du maïs notamment, et autres. Et on a perdu quand même un petit peu de teneur en oméga 3, ce qui est fort dommage. Je me suis un peu avancé, mais je vais venir tout de suite.
Donc tout ça pour dire qu'il y a une évolution quand même de l'alimentation et qu'il faut aussi prendre ça en compte et ne pas se fier sur des données qui pouvaient être anciennes, mais sur des données un peu plus récentes en termes d'alimentation. Les oméga 9, du coup, c'est les acides gras monoinsaturés. Alors ça, je ne vais pas en parler beaucoup parce que personne n'en parle. Il y en a partout dans l'alimentation, c'est pas un problème. Du coup, j'ai juste mis une image qui n'a rien à voir, mais parce que je n'aime pas laisser des slides vides. Sur le Nutri-Score. Au début, le Nutri-Score, je crois que c'était D ou E, les bouteilles d'huile, ce qui est fort dommage puisque ce sont des très très bons aliments. Tournesol, non, mais colza et olive, c'est à consommer régulièrement. Heureusement, ils ont amélioré depuis, c'est quand même passé B, ça pourrait passer A, mais pour l'instant c'est B. Parce qu'effectivement, c'est trop gras l'huile d'olive. Bah oui, il faut juste adapter. Les polyinsaturés, alors ça c'est important. À peu près 25% de l'apport lipidique total, ça doit représenter. Et du coup, nous avons un monde qui se divise en deux catégories. Les vilains oméga 6 en rouge et les gentils oméga 3 en vert. Alors en fait, il s'avère que si je faisais cette conférence au Japon, s'il y a des Japonais qui me regardent sur YouTube et qui veulent m'inviter ou payer le voyage, je suis partant. Il faudrait que je change les couleurs parce qu'au Japon, ils ont plutôt tendance à consommer trop d'oméga 3 dans leur alimentation. Notamment, on va voir, mais ça vient du poisson, ils mangent beaucoup de poissons. Notamment du poisson cru, parce que les oméga 3 ils supportent assez mal la cuisson. Donc le fait de manger des poissons crus, ça aide à avoir beaucoup d'oméga 3. Mais c'est pas notre cas. Nous, notamment je vous ai dit, les vaches, etc., on a changé leur alimentation, donc il y a beaucoup de produits déjà où on a perdu des oméga 3. Pareil, les œufs, on trouve des poules nourries aux graines de lin, il faut essayer de privilégier ça. La viande nourrie aux graines de lin, on en trouve aussi, donc il y a aussi à privilégier. Mais on va dire, au global, on a plutôt des produits riches en oméga 6. Alors que, certes, il nous faut 4 oméga 6 pour 1 oméga 3, mais nous, notre alimentation, on est plutôt à 9 pour 1, 10 pour 1, même plus chez certaines personnes. Donc en Europe, c'est vraiment un problème et il faut vraiment essayer d'orienter vers plus de consommation d'oméga 3. Parce que les oméga 3 sont pro-inflammatoires, tandis que les oméga 6 pardon, sont pro-inflammatoires, tandis que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros, quand on fait beaucoup de sport, pas que quand on fait du sport, mais faire du sport, ça crée de l'inflammation. Ça inflamme les tissus, les muscles, etc. Et si on veut les réparer correctement pour pouvoir retourner s'entraîner, il faut, il y en a pas mal, c'est 9 pour 1 le rapport oméga 6 sur oméga 3. Ça on évite, parce que c'est 3000 pour 1 je crois de mémoire, un truc comme ça. Donc il y en a trop. Ensuite, oméga 3, on a l'huile de colza, 2,5 pour 1 il me semble. Donc là on est en dessous de ça mais ça permet d'équilibrer. Et celle-là c'est mon huile de voyage en milieu hostile, c'est-à-dire quand je ne suis pas chez moi. L'huile de lin, là c'est quasiment que des oméga 3, 3000 pour 1 mais dans le sens des oméga 3. Alors le problème c'est qu'elle rancit très vite, parce que les oméga 3 du coup ils se conservent moins bien. Mais donc ça permet voilà, une petite cuillerée par jour et ça repart. Par contre, conservation au frigo pour les huiles, même l'huile d'olive, l'huile de lin, et dans du verre. Et attention, ça se cuit pas trop, faut pas cuire les oméga 3, c'est pas terrible du tout. Et d'une manière générale, c'est vrai que dans tous les aliments, c'est mieux en fait en assaisonnement de crudité, ces huiles-là riches en oméga 3. Et donc je vous disais, les Japonais consomment beaucoup de poissons crus, ce qui est très bon pour avoir des bons apports en oméga 3. Alors ça sert à quoi aussi de manger ces trucs-là? Donc un des combats qui a été évoqué, donc avant on était dans le combat oméga 3, oméga 6, ce sont tous les deux des acides gras qui contiennent des insaturations. Mais le combat il est aussi entre les acides gras insaturés, c'est-à-dire oméga 6, 9 et 3, versus les graisses saturées qu'on a évoquées au début. Quand vous mangez beaucoup de graisses saturées, votre membrane lipidique elle ressemble à ça, elle est très compacte, très tassée, peu fluide. Donc ça veut dire que c'est plus difficile de faire passer les molécules, parce qu'il y a besoin que des molécules passent, des nutriments, du dioxygène, tout un tas de molécules, des globules rouges aussi qui passent certaines membranes. Alors que si vous mangez beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6, vous avez une membrane qui est beaucoup plus aérée, beaucoup plus fluide, et ça va être beaucoup mieux pour la performance. Donc votre membrane, juste pour un petit mot, là, vous avez en fait ce qu'on appelle la partie polaire, avec des charges qui aiment bien l'eau, parce que notre corps est composé beaucoup d'eau. Et ici, c'est toute une partie qui déteste l'eau, et c'est pour ça qu'elles s'assemblent et qu'elles restent entre elles, et qu'il n'y a pas trop d'eau dans cette partie-là. Là, il y en a peut-être un peu plus, mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une membrane beaucoup plus fluide. Ce qui est beaucoup mieux pour la performance, etc., et pour la santé en général. Deux derniers oméga, je vous laisse dire c'est lesquels, ceux-là, c'est les oméga
1, 2, 3, c'est des oméga 3. Alors ceux-là, c'est pareil, on arrive à les synthétiser nous-mêmes, comme un certain nombre de molécules, mais pas forcément en quantité suffisante. Il y en a un, je ne sais plus trop lequel, il y en a un, il sert pour le fonctionnement cardiovasculaire, c'est lui, et celui-ci, il sert pour le cerveau et la rétine notamment. Et ceux-là, ils se trouvent assez peu dans le règne végétal, donc dans les huiles végétales, plutôt dans les poissons, donc petits poissons. Privilégier les petits poissons, on sait, parce que plus les poissons sont au sommet de la chaîne alimentaire, plus ils sont pollués, malheureusement. Donc pareil, deux molécules qui sont assez importantes et dont on a besoin en tant que sportif. Les derniers. Alors, bon, je passe assez vite dessus, ce sont ce qu'on appelle les acides gras trans. Si. Ah, il manque un O là. Non, enfin là, il manque. Ouais, c'est une erreur, mais bref. Ça, faut pas manger. C'est pas tout à fait vrai que ça n'existe pas dans la nature, mais ça existe très très peu dans la nature. Et ça, c'est issu de procédés de transformation agroalimentaire pour économiser de l'argent, toujours, pour mieux conserver les aliments. Et donc, quand on a des enseignes que vous avez reconnues avec des gros tonnages, ils ont tendance à utiliser des acides gras trans. Beaucoup si on est dans des pays où il y a des réglementations très laxistes, et un peu moins si on est dans des pays qui ont des vraies réglementations sur ces produits, parce que quand on fait des études notamment sur des souris et qu'on prend en photo, enfin qu'on fait pas des photos mais des scanners, bref, le long terme médical, de leur foie, on voit une différence entre les souris qui ont mangé des acides gras trans et celles qui n'ont pas mangé d'acides gras trans. Donc je vous conseille d'éviter au maximum les chaînes qui ont des gros tonnages et qui peuvent utiliser ce genre de procédé. Moi je trouve que c'est du poison. Dans certains hamburgers, c'est 1 gramme de ces trucs-là quand même. C'est pas anodin. Bref. Donc voilà pour clôturer la partie sur les lipides qui sont donc hyper importants pour le sportif parce que en fait les glucides finalement eux ils ont quand même quelques rôles importants mais globalement c'est surtout une source d'énergie. Les lipides ils ont quand même beaucoup plus de rôles dans la régulation de l'inflammation, etc., etc. Les dernières molécules qu'on connaît donc ce sont les protéines. Donc les protéines constituent en principaux des muscles et nos protéines à nous sont constituées uniquement de ces molécules-là. Donc quand on s'intéresse un petit peu au corps humain, c'est assez fou de voir toutes les fonctionnalités dans le corps humain, toutes les possibilités, toutes les protéines, sachant que les éléments de base, c'est uniquement ces éléments-là, ces 20 éléments-là. Parmi ces 20 éléments-là, il y en a 8 qui sont dits essentiels. Une molécule essentielle, c'est une molécule qui ne peut pas être synthétisée par notre corps, à partir d'autres molécules. Les vitamines sont aussi des molécules essentielles, on ne peut pas les synthétiser, les minéraux aussi. Donc leucine, isoleucine, valine, thréonine, méthionine, phénylalanine, tryptophane et lysine, on ne peut pas les synthétiser. Alors que tous les autres ils peuvent être synthétisés, notamment à partir de cela. Ce qui fait que dans l'alimentation, il faut essayer d'optimiser un petit peu pour les avoir. L'œuf est un aliment dans lequel on a tout. C'est un aliment à l'aminogramme le plus complet. Donc c'est un très très bon aliment en termes de caractéristiques. A priori, le quinoa aussi. Alors il y en a peut-être qui passent limite la frontière, je ne sais pas, j'ai pas regardé plus en détail que ça. Et sur tous les autres, on voit qu'il y a des trous à différents endroits. Notamment, beaucoup sur les produits d'origine végétale qui nécessitent d'être prudents et de varier les sources de protéines pour essayer d'avoir un petit peu tous ces acides aminés essentiels. Alors que dans la viande, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses qui manquent. La tryptophane un petit peu, et notamment, c'est vrai que la tryptophane, il y en a beaucoup dans les sources de protéines d'origine végétale. Donc ça peut être une bonne manière d'associer ces deux-là. En termes de composition, donc une protéine c'est 4 kilocalories, c'est comme les glucides. C'est une source d'énergie pendant l'effort, mais on va dire très 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 annexe. Après il y a d'autres intérêts à prendre des protéines pendant l'effort. Et en gros, pour 70 kg, un sportif c'est un peu plus de 10 kg de protéines, c'est peut-être plus 12, un sportif 10 c'est pas forcément, peut-être quelqu'un d'un peu moins sportif, et donc 40% de ces protéines sont dans les muscles. En termes de consommation, on est sur 1,2 à 1,7 g par kilogramme par jour, ce qui est pas mal. Quand on fait de la musculation par exemple et qu'on veut prendre de la masse, c'est conseillé de monter à peu près à 2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Donc là on est à 1,7. Donc quand on fait du trail, on casse beaucoup le muscle quand même, et on a besoin d'avoir un apport protéique qui soit assez conséquent. Quand on est sédentaire, un peu moins, mais quand on fait du trail, on a quand même besoin de cet apport protéique qui est assez conséquent.
Alors, quelles sont les bonnes protéines? Donc, je l'ai dit, les œufs, par exemple, nourris aux graines de lin de préférence, et je ne les ai pas choisis au pif. Les œufs sur le plat, parce que il faut que le jaune d'œuf soit pas trop cuit de préférence, pour que les nutriments du jaune d'œuf soient le mieux absorbés possible, et pas trop détruits. Ah, j'ai cassé. La viande rouge éventuellement, alors ça c'est pareil, ça peut dépendre beaucoup d'une personne à l'autre pour le faire. Moi dans mon cas j'avais pas trop de problèmes à en faire, donc une fois par semaine ça suffisait, voire peut-être un peu moins. Il y a des coureurs que je connais qui ont des problèmes à en faire, donc ils mangent même des abats ou du boudin. Donc ça c'est à voir, du coup il faut faire des prises de sang pour le savoir. Sinon plutôt des viandes de type poulet, viande maigre, et on a dit aussi des petits poissons pour les bons lipides qu'on a vus. On peut partir sur des légumineuses. Alors j'ai mis l'entille corail parce que c'est la lentille du feignant, parce que celle-ci vous pouvez la cuisiner directement et la manger, alors que le problème qu'on a sur d'autres, sur la lentille normale, sur des haricots rouges, etc., c'est qu'il y a des antinutriments dedans, comme pour l'acide phytique du pain, et en général il faut les faire tremper pour enlever ces antinutriments. Donc il faut les faire tremper 4 heures, 12 heures, ça dépend, j'ai tout un tableau, mais ça dépend de la légumineuse qu'on utilise. Donc celle-là, c'est celle qui est facile, où on n'a pas besoin de la préparer. C'est bien de les consommer le soir, puisque c'est riche en tryptophane, et la tryptophane est un précurseur de la sérotonine qui permet de bien s'endormir. Donc ça, c'est pas mal repas végétarien le soir. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, puisque je vais vous montrer quelques exemples de repas, puisqu'on a fait à peu près le tour de tous nos macronutriments. Donc exemple numéro 1 de journée, donc mon petit déjeuner que je prends toujours encore aujourd'hui, des œufs, du raisin par exemple, du pain complet. Alors ça, si on n'est pas sportif, on peut éventuellement s'en passer, il n'y a pas trop besoin de glucides le matin. Quand on commence à faire vraiment beaucoup de sport, on en a besoin, mais sinon il n'y a pas besoin, il y a déjà des glucides dans les fruits. Des noix de cajou, c'est des super aliments ça, noix de cajou, noisettes, amandes, pas cacahuètes. Il y a certains lipides qui ne sont pas bien dedans. Noix de macadamia, noix du Brésil. Du thé, ça c'est bien, on reviendra dessus, on expliquera pourquoi. Et une portion de produits laitiers. Le déjeuner, du coup, du riz, de l'huile de colza, par exemple une viande rouge, des tomates. La collation du chocolat noir, c'est intéressant, alors plutôt 85% minimum. Une banane pour le potassium, des amandes. Donc deuxième portion d'oléagineux, on est à 100 grammes en tout sur la journée. Le soir du riz, là, repas végétarien des lentilles, encore de l'huile de colza, etc. et des légumes, et éventuellement un fruit. Donc ça, c'est 3000 calories. Donc c'est plus que ce qui est recommandé pour une personne sédentaire. Et en plus, si on rajoute 2 heures d'entraînement, je mange pendant mes entraînements. Donc 80 grammes de maltodextrine, on reviendra. Des BCA, c'est des protéines, enfin c'est lysine, valine et leucine, valine et isoleucine. C'est 3 acides aminés essentiels. Et des glucides aussi sous forme de compote et de barres. Et ça, ça fait à peu près 480 kcal, donc on monte finalement à 3480 kcal sur la journée. Alors à ça, moi je rajoute encore des compléments alimentaires. Alors, est-ce qu'on a besoin tous et toutes de compléments alimentaires? Sans doute pas. On ne fait pas 10 heures, 15 heures, 20 heures de sport. Néanmoins, ce qui a été noté par plusieurs études, j'ai mis un exemple ici, c'est qu'il y a eu une déplétion des nutriments dans les aliments. Donc là, c'était sur des aliments, je ne vais pas ici sur l'épinard. À part le zinc, tout a diminué, 96% de diminution pour le cuivre. Et oui, on a besoin de cuivre. Ça ne paraît pas comme ça, on se dit peut-être que c'est un métal, mais on a besoin d'avoir du cuivre pour faire fonctionner tout un tas d'enzymes. Donc, mes consommations personnelles, je prends du collagène. Ça, c'est important pour les tendons, notamment, pour la peau, les cheveux et tout ça. Et quand on vieillit, on en a plus besoin. Ce qu'on peut faire, parce qu'on peut se dire on peut se passer de compléments alimentaires, bien sûr, c'est que en fait, dans les temps anciens, on avait tendance à prendre la carcasse du poulet, on gâchait rien et on faisait des bouillons avec. Et ça récupérait tout le collagène des autres poulets. Donc ça c'était bien, mais si on ne fait pas ça, effectivement on a moins de collagène. Donc il y a tout un tas d'habitudes qui ont été perdues. On mangeait aussi beaucoup plus d'abats, etc. dans les temps ancestraux. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est toujours pareil. Encore plus une nouvelle problématique que je rapporte, c'est que en fait finalement il y en a un qui est mieux que l'autre. Donc il faut acheter du bisglycinate. Le zinc citrate est probablement moins cher. Et une personne qui ne va pas faire la recherche de savoir est-ce qu'il y a une forme qui est mieux que l'autre,
elle va acheter le moins cher, alors qu'en fait celui-là, ça se trouve sur un comprimé où il y en a 10 mg, il n'y en a que 1 mg qui est vraiment absorbé par l'organisme, alors que là, il y en aura 10 sur 10. Donc ce qui est dommage. Le fameux cuivre qu'il faut prendre le soir avec alors que le zinc est pris le matin, bisglycinate, et aussi du magnésium avec de la taurine. Donc ça, bon, c'est par rapport à ma pratique du sport qui était intense, j'en prends toujours, il faudrait sans doute que je réévalue 2-3 choses là-dedans, que je refasse des prises de sang. Mais en tout cas, ces éléments-là, ils étaient apparus comme essentiels au vu de mes prises de sang. Une deuxième journée, alors qu'est-ce que j'ai changé le matin? Bon, j'ai changé quelques fruits, plutôt de l'huile d'olive, des sardines. Donc, là, j'ai mis un skyr pour des protéines avec peu de matière grasse et un petit peu de probiotiques. De la patate douce comme élément, mais voilà, ça reste assez similaire avec du poulet comme viande. Et là, on est sur une journée à 3260 calories. Grosse journée d'entraînement, un week-end par exemple, ou jeudi quand je travaille pas. Enfin, je travaille pas, façon de parler. Tout ça, c'est ce que je consomme du coup sur 4 heures à peu près, et ça fait quand même 1000 calories. Donc ce que je consomme pendant un entraînement de 4 heures, c'est pas anodin. Ça représente finalement un quart de ma journée. Donc on reviendra dessus, mais il faut que je consomme des aliments de bonne qualité aussi quand je suis en entraînement, parce que ça représente une quantité non négligeable de calories. Et là, on est à 4330 calories, et je pense que sur cette journée-là, je serai en déficit calorique, étant donné que j'ai fait 4 heures d'entraînement. Donc soit il faudrait que je mange plus si j'étais professionnel, soit ce sera récupéré le lendemain où il n'y aura plus d'heure d'entraînement. Donc le lendemain, par exemple, ça peut être un jour de repos, à 3000 calories. Bon, pareil, il n'y a pas grand-chose qui a changé, j'ai juste changé les fruits. Là, j'ai mis des pâtes, un peu de fromage râpé, par exemple. Et est-ce que c'est vraiment une journée de repos? Non, ça n'existe pas, une journée de repos, quand on essaie de se professionnaliser. Il faut faire des étirements, des mobilités articulaires, des automassages, mettre ses jambes contre un mur tendu, relevé pour la circulation sanguine et enlever les mauvais nutriments. Alors, petite anecdote au passage, il y a 2 ans, j'ai fait le tour de l'île à vélo. La nuit, la première nuit, j'ai mal dormi parce qu'on avait été monté au volcan pour observer les étoiles avec Bruno. Donc, je n'ai pas dormi beaucoup, bref. Et la nuit suivante, j'ai dormi dans l'avion. J'ai été réveillé toutes les 30 minutes parce que je sentais la toxine dans mes jambes qui s'évacuait. Il fallait que je lève les jambes pour faire circuler un peu le sang dans mes jambes. Toutes les 30 minutes, j'étais réveillé à cause de ça. Donc c'est important cette bonne circulation du sang dans les jambes. Et on peut mettre par exemple, je mettais souvent avant des chaussettes de compression quand je venais en cours, etc. pour la récupération. Et là, bon, on est probablement en excès calorique sur la journée, mais ça compense un peu ce qu'il y a eu la veille. Et oui, là j'ai oublié de mettre les légumes sur les différents repas, j'ai oublié les portions de légumes le midi et le soir. Alors je passe rapidement là-dessus sur ces éléments-là, j'ai plus en tête à quoi ils servent tous, mais on en a besoin de tous, et vous voyez les aliments dans lesquels on les trouve. Beaucoup les abats, et beaucoup les fruits, donc en fait des aliments sains qu'on connaît. Et à quoi, donc ça ce sont des micronutriments, et c'est vrai aussi pour les vitamines. Donc c'est fruits, légumes, oléagineux et abats, en gros. Alors petite remarque pour le faire, il faut éviter de, quand vous consommez un aliment riche en fer, vous savez que c'est par exemple vous consommez des abats parce que vous avez besoin de fer, évitez de prendre un thé vert en même temps puisque vous n'allez pas absorber le fer, enfin beaucoup moins. Donc pareil, une anti-synergie qu'il faut éviter. Les vitamines, alors on a les hydrosolubles, je passe assez vite dessus, B et C, donc beaucoup de groupements OH, c'est pour ça qu'elles sont hydrosolubles. Alors que là, on a des vitamines comme la D là, qui ont beaucoup de carbone. Donc pareil, toujours en fait, c'est dans les fruits et dans les bons aliments, donc pas dans les aliments ultra transformés. Alors maintenant, j'en viens à quelques petits problèmes qui peuvent se poser quand on fait beaucoup de sport ou quand on est exposé à tous ces trucs-là. C'est ce qu'on appelle le stress oxydant. Alors en fait, nous, on a une molécule qui est très utile à la vie, qui s'appelle le dioxygène, qui est présent partout autour de nous. Sauf que cette molécule, il y a entre 2 et 2,5 milliards d'années, elle a tué, je ne vais pas dire le chiffre, je ne sais plus, mais énormément d'espèces sur Terre. Parce que cette molécule, le dioxygène, elle a tendance à former ce qu'on appelle des radicaux libres. Ce sont des molécules avec des électrons célibataires qui n'ont pas envie de rester célibataires et qui donc attaquent toutes les autres molécules qu'ils peuvent trouver, et faisant des dégâts sur l'ADN notamment, sur tout un tas de molécules qui perturbent le fonctionnement. Donc quand il y a eu de l'oxygène qui a été produit massivement par des nouvelles espèces, par les mitochondries, il y a entre 2 et 2,5 milliards d'années, il y a énormément d'espèces qui n'ont pas su s'adapter et qui
n'ont pas survécu. D'autres espèces ont réussi à s'adapter. Par contre, ça avait quand même un avantage, c'est qu'avant la vie était principalement dans l'eau. Alors il y a peut-être quelques espèces qui avaient des possibilités de vivre sur Terre, mais en tout cas, l'apparition du dioxygène, ça permet l'apparition de la couche d'ozone, qui permet du coup d'avoir des espèces qui vivent sur Terre. Puisque sinon les rayonnements UV du soleil sont trop puissants et détruisent toutes les molécules organiques. Donc nous, on subit ce stress oxydant. En tant que sportif, on respire beaucoup, on fait beaucoup d'inflammation, donc on subit encore plus. En plus, en tant que sportif, on subit beaucoup aux UV si on s'entraîne dehors. Suivant on s'entraîne et qu'on respire beaucoup, on est soumis à la pollution, etc. Donc on génère beaucoup de stress oxydant. Alors ce stress oxydant, il est bien, parce que c'est lui qui provoque l'adaptation. Donc il faut un bruit de fond oxydatif, mais il faut quand même réussir à le limiter, donc en mangeant les bons aliments. Alors quels sont les bons aliments? C'est comme l'inflammation d'ailleurs, c'est pareil, il en faut un peu, mais il n'en faut pas trop. Et nous, globalement, sportifs, on en fait trop du stress oxydant et de l'inflammation. Donc par exemple, les antioxydants, ça peut être les vitamines E et C. Donc là, il y a toute une cascade de réactions, je ne vais pas détailler, mais ça, c'est l'ennemi originel qui provoque tout un tas de réactions cascades qui sont délétères pour l'organisme et qui peuvent être du coup contrôlées par la vitamine E et la vitamine C, où la vitamine E va prendre cet électron célibataire, puis transférer à la vitamine C, puis à des molécules qui sont bien connues des biologistes, le glutathion et NADP, NADPH. Et à la fin, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a du glucose. Et nous, on a dit, les réserves de glucose, elles se vident assez vite quand on fait un effort. Donc si on veut que cette chaîne fonctionne bien et limiter le stress oxydant, il faut consommer du glucose pendant l'effort. Donc pendant les entraînements, pendant la course, ne serait-ce que parce qu'on va en avoir besoin dans nos muscles, mais aussi pour faire fonctionner ce mécanisme et limiter le stress oxydant. Et quand on s'entraîne 20 heures par semaine, c'est encore plus important. Ah, j'ai oublié de mettre cela en... On a ensuite bêta-carotène qui est connu, donc qui donne sa couleur à la carotte. Cette molécule ici qui est... Non, c'est pas une vitamine, mais presque. La curcumine, à la Réunion. Attention, la curcumine, par contre, elle n'est pas difficilement assimilable, donc c'est recommandé de l'associer au poivre, et au poivre noir typiquement, et à une huile, pour qu'elle soit bien assimilée. Ensuite, on a les polyphénols, c'est la plupart des molécules, c'est pas une molécule, c'est toute une famille de molécules dont la plupart donnent leur couleur aux fruits. Donc en fait, le but c'est de consommer des fruits de toutes les couleurs possibles et imaginables pour avoir des antioxydants un peu différents. Ensuite, on a le zinc. Donc c'est pour ça que mon nutritionniste m'avait fait tester le zinc, parce que c'est hyper important. Il sert dans des protéines qui participent à l'élimination du stress oxydant. Le sélénium et le cuivre, et il y a aussi le manganèse, dans une moindre mesure. Donc tous ces éléments, ils sont hyper importants pour le bon fonctionnement de cette machine à gérer, réguler l'oxydation. Donc pour continuer à faire réviser mes étudiants après les réactions d'oxydoréduction, on a les réactions acido-basiques. Donc il y a des aliments qui vont tendance à favoriser un côté acide, ce sont les sodas, les viandes, le fromage, etc. Alors que d'autres éléments sont plutôt alcalins, c'est plutôt les fruits. Et toujours pareil, un sportif, quand il fait beaucoup de sport, il génère beaucoup d'acidité dans son corps. Et il doit faire attention du coup à avoir une alimentation plutôt alcaline qui va réguler cette acidité. Donc bon, je détaille pas ça, je vais avancer un peu. Donc exemple d'aliments, on a ce qu'on appelle une échelle, un indice PRA, et le but c'est d'avoir l'aliment le plus négatif possible. Donc quelques exemples, le flocon d'avoine c'est très acidifiant, les pâtes un peu, le riz aussi, donc tous les glucides en fait c'est globalement un peu acidifiant, sauf pommes de terre et patates douces qui sont très basifiantes. Ça contient du potassium aussi les patates douces. Banane aussi c'est pas mal. Après on retrouve tout ce qui est viande, par contre c'est très acidifiant, viande, œufs, les sardines, parmesan, donc les fromages aussi c'est assez acidifiant. Les légumes par contre c'est ce qui va être basifiant, donc en fait les légumes et les fruits, en gros, c'est bien pour avoir une alimentation plutôt alcaline, limiter l'oxydation, limiter l'inflammation, avoir des vitamines. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles il faut manger ces aliments-là. Et les laitages qui sont un petit peu au milieu, le lait qui est un petit peu au milieu. Donc en gros, il faut avoir pas mal de ces aliments-là, même si on a besoin de ces aliments-là, mais il faut compenser en ayant un apport en fruits et en légumes qui est suffisant. Parce que des fois, on peut se dire, les légumes, il n'y a pas beaucoup de calories. Et quand on fait 20 heures de sport, on a besoin de calories.
je vous assure que c'est dur de maintenir son poids quand on fait 20 heures de sport et qu'on a un métier à côté, sinon c'est peut-être un peu plus facile. Mais quand on fait 20 heures de sport, faut manger. Comme je vous ai dit, quand on fait 5 heures d'entraînement, ça décale les repas, c'est compliqué. Et tout de suite, ça génère des problématiques auxquelles on n'est pas habitué. Personnellement, j'ai réussi à mettre mon estomac en chaos technique. Pendant 1 mois, j'arrivais plus à manger. J'arrivais à manger la moitié de ce que je mangeais ordinairement, ce qui veut dire à peu près 2000 calories, je pense, ce qui fait que j'ai perdu 3 kilos assez vite et que j'ai arrêté de m'entraîner parce que je savais très bien que je courais à la catastrophe si je continuais à m'entraîner en n'arrivant pas à manger. La course derrière, c'est mal passé. La course, justement, on y arrive. Alors, comment on fait pour gérer sa course? Parce que là, on a parlé de l'alimentation au quotidien, maintenant on va se rapprocher un petit peu de la course. Alors, petit résumé rapide, donc on a dit qu'il faut des macronutriments, lipides, protéines et glucides. Faire attention à l'indice glycémique, donc plutôt des aliments, en fait c'est ce qu'on appelle le régime paléo, avec des aliments, à part le blé, mais des aliments naturels qu'on trouvait déjà au paléolithique, donc de la viande, du lait on trouvait déjà, du riz on trouvait déjà, des patates douces, des tubercules on trouvait déjà, donc des choses qui sont des fruits, des choses qui sont naturelles et qui n'ont pas été transformées par l'homme. On a vu les micronutriments, vitamines, minéraux qu'il faut optimiser. Pour ça, il faut manger des fruits, des oléagineux. Pareil pour limiter le stress oxydant et l'acidité. Et finalement, qu'est-ce qui va changer quand on se rapproche de la course? Donc ça y est, on est le 11 octobre, à peu près, 10 octobre, non 9 octobre. On est à J-8 de la course, qu'est-ce qu'on fait? Alors, J-8 de la course, normalement, on ne s'entraîne plus trop, parce que le but, c'est de laisser se reposer le corps. On lui a mis de la charge pendant des mois. Maintenant, il faut laisser se régénérer. Ça, c'est le grand bassin. Donc, en général, on s'entraîne peu. Et à ce moment-là, on essaye de vider les stocks de glucides. Alors, une des raisons, je ne l'ai pas trouvé dans les livres, mais je pense aussi c'est pour laisser l'intestin se reposer, puisque comme j'ai dit, j'ai mis mon estomac chaotechnique, donc c'est bien d'avoir des moments où l'intestin, l'estomac peuvent se reposer et pas avoir tout le temps à digérer. Et à ce moment-là, normalement, on a, à l'issue de cet entraînement, bien vidé le stock de glycogène. Dans le but de refaire ce stock de glycogène, donc pas d'entraînement dans cette période-là, là on commence à manger énormément de glucides pour vraiment refaire ce stock de glycogène, avec pour objectif, en faisant attention quand même à l'acidité, donc il faut quand même apporter des fruits, mais l'objectif final c'est arriver le jour de la course avec un stock de glycogène à 110%. Des capacités normales. Donc en ayant ce régime, on monte au-dessus de ce qu'on a normalement. Ce qui n'est jamais négligeable. Entre J-2 et le dernier jour, peut-être un dernier footing, là à ce moment-là, on commence à rediminuer un peu pour laisser les intestins et l'estomac se reposer. Donc des portions un peu plus normales. Et à ce moment-là, on commence à éviter tous les aliments qu'on a du mal à digérer. Ça peut être les crudités, ça dépend un peu de chacun. Les laitages, si je ne dis pas de bêtises, à l'échelle mondiale, c'est 50% des adultes qui n'ont plus une lactase qui fonctionne correctement pour digérer le lactose qui est dans le lait. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en consommer, mais ça veut dire qu'il est digéré, c'est un peu difficile. En Europe, c'est peut-être plus 20% des adultes ou quelque chose comme ça. Donc à voir en fonction de chacun, mais il faut éventuellement limiter les laitages dans cette période-là. Alors donc, quand je disais que les conseils s'adaptent, les laitages, effectivement, c'est très bien pour les enfants. Pour les adultes, les recommandations sont peut-être un peu élevées. Peut-être plus qu'il faudrait situer entre une et... Enfin moi, dans ce que je faisais, j'étais entre 1 et 2 portions. Donc une portion de fromage, éventuellement un yaourt dans la journée, mais je ne dépasse jamais 2 portions. Et à ce moment-là, on change un petit peu. Là, on prend des aliments à indice glycémique plus rapide parce qu'on limite les fibres. Les fibres, elles permettent de diminuer l'indice glycémique dans les pâtes complètes, etc. Là, on privilégie on enlève les fibres parce qu'on veut digérer facilement, que l'intestin il soit bien prêt à subir la course qu'on va lui faire subir, parce qu'il va énormément subir pendant la course, l'intestin. Donc voilà, repos, et ensuite le départ. Il y a une photo après pendant la course, ce ne sera pas pareil. Donc on essaie de bien dormir si on a la course. Le dernier repas c'est 3 heures avant, il faut le finir 3 heures avant. Là ce week-end j'ai fait une course, j'ai mangé pas 3 heures avant et je l'ai senti un peu. Éventuellement une barre juste avant le départ pour démarrer un petit peu, initier les choses. Et voilà, là à ce moment-là on est reposé, on est à peu près prêt normalement à performer sur le grand raid si on s'est entraîné vraiment comme il faut. Pendant la course, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va perdre des choses. On va perdre entre 0,5 et 2 litres par heure.
Sur un grand raid, peut-être plus 0,5 que 2 litres. On va perdre du sodium, d'autres minéraux, mais principalement du sodium. On va avoir, donc ça c'est ce qu'on appelle en physique des flux sortants. Là on a des flux de consommation interne, c'est les glucides, les lipides. Donc à ce moment-là il faut compenser ça en buvant et en mangeant. Ce qui fait travailler l'intestin. Alors pourquoi c'est compliqué? Pourquoi cet intestin il a du mal à travailler et que du coup il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange et prendre toutes les précautions qu'on a prises avant? Parce que quand on court, l'intestin il est remué en permanence. Et ça, c'est pas terrible pour la digestion. Deuxième problème, c'est que le sang, il a tendance à quitter l'intestin pour aller dans les muscles, pour faire fonctionner la machine sportive. Ce qui, pareil, ralentit la digestion. Donc déjà, nous, notre but, ça va être d'essayer d'apporter des nutriments au corps, mais il va avoir du mal à les digérer. C'est très souvent les problèmes gastriques en course. Et c'est très différent du coup du vélo, parce que dans le vélo, on est assis sur la selle, il n'y a pas tous les chocs répétés, l'intestin il ne bouge pas comme ça. Donc en vélo, les professionnels ils peuvent manger énormément de glucides, ils peuvent monter à 120 grammes de glucides par heure, les cyclistes professionnels, là où sur un grand raid, on est plutôt à 60 grammes par heure. Alors j'ai vu que sur le dernier marathon, parce que la consommation de glucides est énormément liée à la performance, sur le record du marathon a été battu il n'y a pas longtemps. Et il me semble qu'il était monté à 120 grammes de glucides par heure en course à pied, mais c'est sur 2 heures, c'est pas sur 40 heures. Voilà. Donc c'est ça les limitations qu'on a en ultra-trail, au niveau de l'intestin. Alors du coup, il faut manger. Donc ça, c'est les ravitaux du grand raid. Bon, au-delà de la propreté, parce que je vous conseille de jamais toucher la main d'un trailer, à part à Saint-Pierre quand il vient de partir. Je ne vais pas donner des détails, mais bon, il se passe 40 heures, quoi. Donc c'est beaucoup, il y a du solide, il y a plein de trucs, très bien, il y a de la menthe très diluée, voire même en étant dans le premier quart, il n'y en avait plus à partir du 10e ravito, il reste du coca. C'est bien, mais ça fait pas beaucoup quand même. Donc déjà, on est obligé, on peut pas emmener beaucoup de choses, quoi. On peut pas emmener la moitié du ravito. Donc il y a 2 heures ou 3 heures entre chaque ravito, donc c'est-à-dire que si on mange qu'au ravito, c'est un problème. Ou alors il faut s'arrêter longtemps pour manger pendant une demi-heure, faire du stop, mais après du coup il y a de la digestion qui est enclenchée. Donc pas terrible. Alors, toujours dans l'objectif performance. Si votre objectif n'est pas la performance, là c'est pour faire moins de 40 heures, voire moins de 30 heures. Si votre objectif c'est de prendre votre temps ravito, chacun fait comme il veut. Ensuite, bon, c'est pas toujours adapté, hein, les tubes, tout ça, c'est pas très adapté. Alors quand on a l'impression d'avoir besoin de salé, oui, ça peut être adapté. Mais petite remarque au passage, quand vous êtes en train de faire un effort, si vous avez l'impression d'avoir besoin de boire de l'eau, de consommer du salé, du sucré ou ce que vous voulez, vous êtes déjà sur une performance dégradée. Le moment où votre corps vous envoie les signaux pour dire il faut manger ça, ça ou ça, votre performance est déjà dégradée. Donc le but de mes protocoles nutrition à moi, c'est de ne jamais avoir besoin de sel, d'eau, etc. C'est d'avoir du coup adapté tout ça. Et si il y a un moment où je sens que j'ai besoin de quelque chose, je m'en rappelle et à la fin je note que j'ai pas assez mangé sur la course. Donc voilà, pas mal de limitations et c'est difficile de couvrir tous les apports. Ce qui fait que moi et les gens qui sont beaucoup plus forts que moi, qui sont devant moi, en général, ils ont leur propre ravitaillement. Donc deux possibilités, soit on fait du trek finalement en transportant 20 kg de nourriture sur soi au départ du grand raid, ce qui n'est pas terrible pour la performance, soit on a une équipe. Et c'est important, c'est bien d'avoir une équipe, des gens qui viennent vous cueillir le lendemain matin à Marabout, qui vous attendent... Pourquoi ça marche pas mes flèches? Donc à Marabout, j'ai pas montré ma tête le matin parce que voilà, c'est après une nuit dehors. Là on a un sac, donc on peut se débrouiller tout seul, là on a un sac, des gens qui viennent au Maïdo, alors vous avez perdu votre téléphone et qui vous attendent toute la nuit au Maïdo, ils savent pas quand vous allez arriver, ils vous attendent, donc c'est pratique. Donc tous ces gens-là, ils ont fait beaucoup d'efforts pour vous, ils ont fait parfois 3 heures de route du coup aller-retour, ils ont dû se garer à 3 km parce que c'est pas les seuls à venir vous ravitailler et que Marabout c'est pas très accessible, donc ils ont dû faire 3 km avec tout le bazar à la chaise, 3 litres d'eau, etc. Au global, ils vont vous voir 5 à 10 minutes. Si vous êtes parmi les gens qui veulent essayer de performer, vous n'allez pas rester plus de 5 à 10 minutes. Donc, c'est bien d'avoir des relations avec des gens et d'avoir des amis, parce qu'on a vraiment besoin sur ces grands raids pour performer, et ça donne le sourire du coup de les voir le matin, et ça peut nous permettre d'être réencouragés et de repartir. Parce qu'on n'a souvent pas envie de repartir.
Et du coup, pour ça, pour éviter de leur faire perdre plus d'une demi-journée, il faut quand même avoir un peu préparé sa course. Et je vous disais au début, ce qui est important, c'est la logistique entre elles, et quand on est vraiment un bon logisticien, on peut, grâce à ça, compenser un niveau sportif bon, mais pas exceptionnel, parce qu'on n'a pas une bonne génétique, parce que si, parce que ça. Et il faut avoir la volonté de passer 4 heures à préparer ce tableau, à dire ce qu'on doit manger entre chaque section, ce qu'on doit nous donner à chaque ravitaillement, chaque fois qu'il y a un sac ou quelqu'un qui vient nous apporter du ravitaillement, lui dire, poser telle et telle question, savoir si j'ai soif de ça, si je veux ci, si je veux me changer, si je veux changer de chaussures, etc. Si j'ai besoin de remettre de la crème pour les frottements sur les pieds ou pour les frottements ailleurs, si j'ai des rougeurs, etc. Donc tout ça, ça s'organise et le but c'est quand même à la fin d'éviter de faire poireauter la personne pendant 3 heures là où elle nous attend. D'où l'importance de la logistique. En termes de logistique, j'aime bien Courtney Dauwalter qui aime bien se brosser les dents sur les courses d'ultra trail. Alors ça fait toujours des belles photos pour les journalistes. Elle a terminé 4e de la Diag. Il y a l'année où je suis arrivé, donc il y a 3 ans et demi. 4e scratch, hommes et femmes confondus. Et donc on peut comprendre parce qu'à force de manger les mêmes choses pendant 20 heures, on a un goût dans la bouche à enlever, et donc elle aime bien se brosser les dents au ravitaillement. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce que je mange pendant la course? Parce que je ne me ravitaille pas sur les stands de ravitaillement, donc j'ai ma boisson spéciale. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Alors c'est pas tout à fait celle-là, ça c'est un exemple qui est pas mal, la mienne elle contient pas tout à fait celle-là, mais c'est un bon exemple. De l'eau, des glucides à peu près entre 60 et 80 grammes par litre. Alors moi, c'est pas des indices glycémiques élevés que je mets dans ma gourde, c'est plutôt des indices glycémiques bas, parce que je fais des efforts longs, donc j'ai pas besoin d'indices glycémiques élevés. Du sodium, ça j'en ai pas, mais c'est des vitamines qui servent notamment à bien digérer, bien utiliser les glucides. Un peu de magnésium, potassium éventuellement, et ça, les BCAA, ça permet, alors, course c'est peut-être moins indispensable, entraînement ça permet une meilleure récupération musculaire. Et par contre, ça c'est bien aussi sur les ultra-trails, parce que ça permet, c'est un précurseur de la... Non, pardon, ça vient contrer la tryptophane qui se transforme en sérotonine, et donc ça empêche de dormir. Enfin, ça limite le sommeil sur les courses. Donc c'est pas mal pour ça. Et ça participe un petit peu à l'énergie, on l'avait dit. Alors pourquoi on mélange du glucose et du fructose? Alors la maltodextrine c'est du glucose, c'est comme l'amidon, c'est du glucose associé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est aperçu il y a quelques années qu'en fait, on a 2 mécanismes différents pour faire passer le glucose et le fructose dans le sang. Ce qui fait que mon corps est peut-être capable de faire passer 30 grammes par heure de glucose dans le sang, mais à ces 30 grammes, je peux rajouter encore 20 grammes de fructose. Par contre, je ne peux pas faire 50 grammes de glucose par heure dans le sang, mais je peux faire 30 plus 20. Donc il faut essayer d'associer les deux pour optimiser, pour avoir un maximum d'énergie, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, la performance, elle est vraiment corrélée à la capacité à manger des glucides. Alors cette courbe, elle doit être légèrement hypotonique, voire isotonique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Votre sang, il contient des molécules, de l'eau bien sûr, mais il contient aussi certaines molécules, ce qu'on appelle des solutés. Donc exemple ici, ces petites boules bleues. Et en fait, un phénomène naturel qui se passe, c'est que si vous prenez un tube en U ici, supposons que ces boules bleues, ce soit du glucose, et que vous avez plus de glucose en concentration à droite qu'à gauche, et que vous mettez une membrane semi-perméable, c'est-à-dire qu'uniquement l'eau peut passer de gauche à droite, vous allez avoir ceci. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'eau qui passe de ce compartiment-là à celui-ci. Et si jamais vous voulez rétablir l'équilibre et remettre les niveaux au même endroit, vous allez devoir exercer une pression supplémentaire ici, qu'on appelle la pression osmotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, si vous consommez une boisson qui est trop riche en nutriments, vous allez avoir des phénomènes d'échange d'eau, et on va voir après pourquoi c'est pas bien sur la slide suivante. Mais en gros, nous, physiologiquement, on est situé dans ces concentrations-là. Je ne vais pas détailler le calcul, mais c'est en gros la concentration de tous les éléments qu'on retrouve dans le milieu intracellulaire, le sang, etc. Et sauf que le problème, c'est que si je fais une gourde avec que du glucose à 80 grammes par litre, je dépasse largement ça. Qu'est-ce qui se passe quand je dépasse largement ça? Donc c'est une boisson hypertonique, il se passe ça. Il se passe qu'en fait, la pression osmotique, le phénomène, c'est que l'eau, elle va quitter les cellules, donc là c'est sur l'exemple des globules rouges dans le sang, et vraiment d'eau, parce qu'on a commencé à aller vider les cellules, et on en a très très soif d'eau plate.
Pour la même raison d'ailleurs qu'il ne faut pas consommer de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau qui ne contient pas d'ion, parce que dans ces cas-là, en mettant de l'eau distillée, on a un effet hypotonique. Alors du coup, si on ne peut pas consommer de glucose dans ces courbes, parce qu'on a dit que si on consomme du glucose, on dépasse tout de suite les taux qu'il faudrait avoir pour être optimaux, on peut consommer de la maltodextrine, qui est un sucre ramifié, et ça permet d'avoir une boisson qui est finalement isotonique ou hypotonique. Donc ça, c'est ce que moi je mets dans mes gourdes. L'avantage, c'est que ça n'a pas le goût sucré, c'est beaucoup plus neutre en goût, donc on n'a pas l'impression de consommer du sucre, parce que vraiment, au bout d'un moment, on en a marre au niveau du goût. Donc ça, c'est le vrai avantage de la maltodextrine, plus c'est bien meilleur. Alors celle-là, en plus, elle est spéciale. Sur la maltodextrine, il y a des dextroses équivalents, et plus il est bas, mieux c'est. Ça veut dire que c'est un glucide qui est à un indice glycémique bas. Donc par exemple, alors ça c'est une de celles que je prenais, mais j'en prenais une autre aussi qui était une maltodextrine de manioc, d'une marque encore moins connue. Qu'est-ce que je mange? Des gels. Alors ça c'est des gels avec du fructose, pour aller en complémentation avec la maltodextrine que je mets dans mes gourdes, puisque j'ai pas de fructose dans mes gourdes. Des purées salées, ça permet de changer un petit peu, d'avoir un peu de sel et de changer un petit peu les goûts. Et aussi des barres. Donc bon là c'est la même marque, c'est celle que j'ai pris, mais on peut prendre d'autres marques. Par contre, vous avez dit, c'est bien quand on consomme beaucoup de produits, de produits en course comme ça, vu que c'est des produits où j'en consomme en moyenne 2-3 par jour, vu que je m'entraîne tous les jours, des produits voilà, certifiés, agriculture biologique, etc. Donc des produits de qualité sur les courses. Et donc ça, du coup, c'est chez moi, avec tous les stocks que j'achète quand je passe des commandes à plusieurs centaines d'euros d'un coup sur leur site pour faire du stock, et parce qu'en général, ils ont des réductions quand on prend des lots assez gros. Et avec ça, mon seau de collagène. Il y a 4 kilos là-dedans. Alors ça, c'est un petit exemple en course pour voir ce qu'on peut faire. Donc là, voilà, j'avais calculé tout, j'avais calculé les glucides à l'heure, j'avais dit que je devais boire ça sur cette partie-là. En 1 heure, là, je devais boire plus d'eau parce que c'était une montée. Et plus de glucides, du coup en montée on peut augmenter les glucides pour être plus performant, donc ça augmente le sodium, etc. Donc on peut faire des calculs et prédire, se faire ces petits tableurs Excel pour prévoir ce qu'on va consommer. Alors ça c'est juste pour moi, ne faites pas ça, enfin pas autant, pour voir ce qu'on va consommer sur une course. Ce qu'il ne faut pas consommer sur une course par contre, c'est ces trucs-là. Alors ça c'est l'aspirine et ça c'est l'ibuprofène ou le paracétamol, je sais pas si c'est la même chose, bref. Non. Donc c'est l'ibuprofène. Ça, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et je vous laisserai écouter le podcast, mais en gros, ici, on a une personne qui avait pris pendant 10 jours des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui n'en a pas pris pendant la course, mais qui en a pris 6 heures avant la course. Résultat, il n'a pas terminé la course, et il a fini en dialyse. Donc attention à ça, c'est pas si courant, mais ça arrive quand même tous les ans sur les courses UTMB, peut-être Diagonale des Fous aussi, à voir. Une fois que la course est finie, ça y est, on peut se relâcher. Non. Parce qu'en fait, on vient de mettre une charge de l'espace à notre corps. On lui a fait encaisser énormément un effort excessif avec un stress oxydant. On doit avoir, il y a une inflammation énorme. Et si on prend des aliments qui vont encore renforcer ça, c'est pas le bon moment. Alors, si c'est la course de l'année et qu'après on se repose pendant 15 jours, pourquoi pas? Si c'est une course préparatoire ou autre, il vaut mieux essayer pendant au moins un jour et demi, d'avoir des repas un peu sains pour laisser le corps se réparer. Et à la rigueur, à J+1, J+2, on commence pareil, on fait des trucs de récup, etc. À J+1, J+2 seulement, là, on commence à réintégrer les aliments, enfin à se faire plaisir, à aller au restaurant, etc. Parce que sinon, c'est pas le meilleur moment juste après la course. Bon, après, des fois, de toute façon, juste après la course, on n'a pas faim. Moi, mon plat fétiche après la course, c'est la brandade de morue, parce que il y a des protéines, des glucides, et ça se mâche pas. Donc c'est pratique, donc plus trop de salive et tout. Voilà, presque fini. Alors, toutes les choses que j'ai pas dit sont résumées dans cette slide. Donc tout ça, c'est les trucs qu'il ne faut pas manger. Tous les produits industriels. Les œufs, tout ça, je n'en ai pas trop parlé, parce que dans tous les exemples d'aliments que j'ai proposés, il n'y en a pas, ce sont des aliments naturels. Je n'ai pas trop parlé des stratégies nutritionnelles à l'entraînement, ça j'en ai parlé un peu. Si vous avez ce livre-là qui explique qu'en gros, les agroalimentaires, leur but est simplement de vendre, d'être compétitifs.
Donc ils sont capables de remplacer le fromage par des trucs qui ne sont pas du fromage, donc faire des mix. J'ai vu récemment, c'est dans les boulangeries, on a appris que comme le beurre est devenu très cher, il y a des variantes du beurre où il y a seulement 20 ou 30% de beurre et le reste c'est des graisses, etc., qui est vendu 2 fois moins cher. Donc voilà, on a toutes ces choses-là qui se retrouvent dans notre alimentation, ou en plus des fois dans les boulangeries on n'a pas la composition, et on ne peut pas savoir. Puis il y a eu un scandale avec la guerre en Ukraine où ils avaient eu le droit, parce que du coup ça avait généré beaucoup de problématiques d'approvisionnement, et les industriels avaient le droit d'avoir une composition sur leurs emballages qui était fausse pendant un temps. Parce que du coup ils n'avaient pas le temps, soi-disant, de changer leurs emballages, etc. Bon, normalement c'est fini, mais il y avait eu ça. Et ben, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous souhaite de réussir vos courses et de ne pas trop me détester si vous avez envie de mieux manger. Je vais peut-être libérer du coup ceux qui doivent aller manger. Ce que j'allais dire, on a le temps pour quelques questions, à part pour les internes qui doivent aller manger. Je vous laisse aller dire au cantinier qu'il faut qu'il change le menu. Et donc pour les autres, on peut prendre des questions. Et il y a les listes que j'ai utilisées si ça vous intéresse. Conférence. Je vois déjà une question par là. Alors, j'aurais une question à poser par rapport à ce aussi si par exemple on doit l'adapter à une alimentation végétarienne voire végétale. Alors, c'est pas ma spécialité, je l'avoue. Alors, si c'est végétarien, on va pouvoir quand même pas mal se reposer sur les œufs et les produits laitiers à ce moment-là. Et quand on est sur une alimentation vraiment végétalienne, c'est les légumineuses. Et il faut vraiment, donc c'est ce que je disais un peu sur les protéines, il faut vraiment les associer en complémentarité en regardant les acides aminés essentiels qui sont présents dans l'une et pas dans l'autre pour avoir tous les acides aminés essentiels. Donc il faut vraiment regarder ça, et au niveau des minéraux, etc. Mais du coup là, moi n'étant pas végétarien, je n'ai pas optimisé ce volet-là. Merci. Quel est l'intérêt du cuivre ? Le cuivre, il est présent dans une enzyme, je n'ai plus le nom, mais c'est une des enzymes qui permet de réguler l'oxydation. Donc il est présent, il est au cœur d'une enzyme. Enfin, il est dans plein d'autres enzymes quand même, mais en tout cas, une des enzymes notamment, c'est une des enzymes qui permet de réguler le stress oxydant, et comme on a dit, le stress oxydant, il y en a beaucoup chez un coureur. J'ai l'impression dans ta présentation qu'il y a vraiment 2 temps, avant ce que tu nous as présenté et après. Est-ce que tu as vraiment senti sur tes performances ce changement entre avant et après? Avant et après que j'ai changé mon alimentation, en fait, il y a assez la période où je me suis entraîné, on va dire, en ayant regardé rapidement, vite fait sur 2-3 forums, elle n'a pas été très longue non plus. Il y a eu une course en gros où j'avais pas vraiment optimisé ce que je mangeais encore et où je mangeais des gels très sucrés, de la boisson d'hydratation très sucrée, et où là effectivement mon protocole n'était pas du tout adapté. Donc j'ai pas tant d'éléments de comparaison que ça, parce que du coup c'était une course de 8 heures je crois, mais en plus c'était une de mes premières courses, donc il y a plein d'autres raisons qui ont fait que ça s'est pas bien passé. Donc j'ai pas trop d'éléments de comparaison avec la suite après. Enfin, j'avais quand même eu, si effectivement j'avais eu envie d'eau plate, parce que j'avais une boisson trop hypertonique et j'avais besoin d'eau plate, vraiment j'avais besoin de boire de l'eau plate. Bon, j'avais fait ce qu'on appelle, je pense, le mur du marathon, parce que j'étais pas assez alimenté au global, donc j'ai une baisse de régime soudaine parce que j'avais plus assez de glucides. Mais du coup, finalement, depuis que j'ai modifié le protocole, pas trop de problèmes, ça fonctionne plutôt bien. Mais on sent que, faut se battre un peu quoi, pour le maintenir le protocole, pour manger ses 60 grammes de glucides à l'heure, se forcer à tout le temps manger, tout le temps boire, etc. Faut quand même lutter un petit peu, donc il faut avoir bien optimisé ça.
Et de toute façon, on sent que sur mon grand raid, j'ai eu des problèmes gastriques et tout, où j'ai pas mangé, bah forcément après j'allais moins vite. Et après, du coup, je me suis dit, je vais me rattraper, je vais prendre un vrai repas, je l'ai pris, mais là, on sent qu'on est en digestion, et du coup, j'allais moins vite aussi pendant 2 heures derrière. Parce que j'étais en digestion d'un vrai repas, là où j'avais pas un apport régulier de glucides, etc. Oui, pour les boissons, j'ai entendu parler des électrolytes, donc apparemment ce sont des sels minéraux, des BCAA, c'est ça? C'est un peu la même chose ou pas? Et ça permet une meilleure réhydratation dans le temps. J'ai l'impression, quand on a regardé la diapo à un moment donné, il y avait les BCAA, on avait dit que c'était des critères mineurs. Donc, est-ce que c'est mineur? Est-ce que ça reste important? Oui, là, voilà, celle-ci, ouais. Donc les électrolytes, c'est quoi? C'est justement magnésium, potassium, c'est les BCAA qui sont là-haut, c'est ça? Alors, les BCAA, c'est pas des électrolytes. Les électrolytes, c'est des espèces chargées, donc c'est magnésium, potassium et sodium. Mon diététicien, à moi personnellement, il a beaucoup insisté sur le sodium, effectivement. Magnésium, potassium, un peu moins. Moi, dans mon cas, j'ai pas besoin de potassium, mais... Donc moi, j'avais pas spécialement de magnésium dans mes gourdes. Après, il y en a peut-être un peu dans les autres produits que je consomme. BCAA, non, du coup, c'est des acides aminés, donc là, c'est pas des électrolytes. Et là, c'est un petit peu utile pour... comme je l'ai dit, du coup, éviter la fatigue. Enfin, la fatigue, l'envie de dormir. Ça peut être un problème, ça dépend des gens. Moi, la première fois que j'ai fait une course où j'ai passé une nuit dehors, j'ai pas eu de problème. J'étais pas fatigué. Quand je cours, globalement, je suis pas fatigué. Mais il y a des gens qui, des fois, ont des vraies envies de dormir. Et du coup, on peut chuter, etc. Mais non, donc les électrolytes, c'est vraiment magnésium, potassium, sodium. Après, oui, dans le commerce, on va toujours nous vendre des trucs un peu plus sophistiqués parce que... avoir le produit aux 50 composants, c'est vendeur, mais peut-être pas forcément besoin de tout. Il y a des trucs qui sont pas chers dedans, donc ils les mettent, et voilà, et avec effectivement les choses qui sont un peu moins essentielles qui sont au-dessus. Alors, tant qu'il y a une autre question, moi j'en ai une. Je suis pas spécialement sportif, mon sport ça se limite à venir au lycée en vélo électrique ou aller à l'observatoire des Macs en vélo électrique de temps en temps. Est-ce que j'ai un intérêt à changer mon alimentation Oui. Oui. Alors, je ne l'ai pas passé, mais effectivement, par exemple, dans mon petit déjeuner, enfin si je le dis un peu, mais il y a beaucoup de protéines, notamment dans les œufs, il y a pas mal de la tyrosine. La tyrosine, c'est un précurseur de la dopamine qui permet d'être heureux pour sa journée. Donc pas mal de protéines au petit déjeuner et de lipides, c'est ça qui va permettre d'avoir un petit déjeuner consistant. Personnellement, j'ai passé mes 20 et quelques premières années à avoir faim 2 heures après mon petit déjeuner, c'est-à-dire à 10 heures. À être le seul élève avec le ventre qui gargouille pendant que je faisais les DS en prépa. Et les biscuits petit déjeuner, tout ça ne suffisent pas vraiment. Et effectivement, depuis quelques années, je suis passé à un petit déjeuner, le petit déjeuner que j'ai actuellement. Bon, moi aussi, je mangeais pas assez, mais avant j'avais du mal à manger le matin quand même. Enfin, je mangeais, mais pas suffisamment. Et maintenant, avec le petit déjeuner protéiné avec des lipides, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, dans la répartition de la journée, les lipides et les protéines le matin, c'est pas mal. Donc les œufs, le fromage, les oléagineux, donc c'est pas un petit déjeuner traditionnel, on va dire. C'est pas des céréales, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est pas normal d'avoir faim à 10 heures? Non. Ça dépend, mais on va dire plutôt non. Ça dépend à quelle heure a été pris le petit déjeuner. S'il a été pris vers 7 heures, si c'est un déjeuner en quantité suffisante, normalement on est censé pouvoir manger assez pour tenir jusqu'au repas de midi. Mais si tu as mangé des céréales, oui, tu as un pic d'insuline, du coup, effectivement, avec des glucides, mais enfin moi en tout cas j'ai beaucoup moins faim qu'avant. Après par contre quand j'arrive à des périodes d'entraînement de 20 heures, oui j'ai faim à 10 heures. Dans tous les cas j'ai faim tout le temps. Moi j'avais une question. Qu'est-ce que vous pensez des édulcorants, notamment des édulcorants artificiels et tout ça? Alors c'est au cas par cas, il y en a on sait déjà qui sont pas bons pour la santé, la sulfame K par exemple, l'aspartame c'est pas bon pour la santé, la stevia
qui est la stevia par exemple. Donc l'acésulfame K et l'aspartame, ce sont des édulcorants qui ont un pouvoir sucrant très très fort, ça veut dire qu'on en met des quantités bien moindres par rapport à la quantité de sucre équivalente. La stevia, elle a un pouvoir sucrant qui est pas si loin du sucre que ça, donc il faut en mettre beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'en gros, elle n'est pas métabolisée, donc elle sort dans les selles et ça fait pas de calories. Il y a plus ou moins des études qui sont en train d'être faites dessus sur la stevia, je crois. Il n'y en a aucune qui a montré un effet vraiment négatif a priori. Mais bon, voilà, la plupart des édulcorants, quand même, il y a des problèmes derrière, quand même. C'est des additifs alimentaires et il y en a un certain nombre où il y a des problèmes qui sont couramment utilisés. Et du coup, j'avais une deuxième question aussi. Comment est-ce que vous faites pour allier le plaisir avec ce que vous mangez parce qu'il faut que ce soit bon aussi. Le plaisir, c'est de performer sur la diagonale des fous. Comment on fait personnellement, j'aime pas trop cuisiner. Donc dans tous les cas, je vais aller au plus simple, donc riz et poulet et quelques légumes. Donc il y a un peu de ça aussi, donc c'est pas trop une contrainte, on va dire. Voilà, non, après, bon, chacun ses envies, etc. Mais pour moi, c'est pas trop une contrainte. Ça dépend des périodes. Après, les périodes où j'ai un peu plus envie de manger autre chose, ça arrive aussi, hein, au bout d'un moment, il y a des périodes où j'ai envie un peu plus de manger un dessert sucré, etc. Mais globalement, non, c'est pas trop une contrainte. C'est dans mon cas. Quel est le budget mensuel de ce genre d'alimentation? Parce que ça paraît extrêmement cher, en fait. Ah, le budget, il est élevé. En gros, je suis à moi tout seul, c'est à peu près 150 € de courses par semaine, voire plus des fois, c'était à peu près. Sans les compléments alimentaires, c'est peut-être 20-30 € de compléments alimentaires par mois, tout comme ça. Peut-être 20. C'est sans les produits, parce que ça je les achète en gros lot, ils viennent de métropole, les produits que je consomme pendant mes courses, là où j'ai montré tous les cartons. Ça, ma plus grosse commande, j'ai fait 900 € de commande. Bon, j'avais eu 300 € de réduction parce qu'avec toutes les cuillères que j'avais fait une commande du coup à 600 €, qui m'a duré longtemps, hein, plusieurs mois, etc. C'est des grosses commandes, parce que c'est des produits qui sont assez chers. Ils sont fabriqués en France, usinés en France, etc. Faits par des ouvriers français, etc. Donc c'était assez cher. Oui, c'est un gros budget. C'est vraiment un gros budget. Pratiquer l'ultra trail, ouais, ça demande un peu de budget. Les dossards sont chers. Les chaussures, on en consomme beaucoup, donc il faut changer régulièrement de chaussures, de vêtements, etc. L'alimentation, pareil, donc ouais, c'est un gros budget. Éventuellement les prises de sang, parce qu'il y en a certaines, celles avec le sang, ça je l'ai payé moi, je ne l'ai pas payé par la Sécu. Donc c'est une pratique qui est quand même assez chère. J'avais une question concernant donc, les éléments toxiques qu'on va retrouver dans l'alimentation. Par exemple, dans les aliments complets, on va beaucoup retrouver de cadmium comparé à dans des aliments qui sont moins complets. Est-ce que ça a un réel impact sur la performance, donc à court terme, ou est-ce que c'est un problème qui va causer des cancers plus tard et pas pour la performance? C'est quoi dans la performance? Oui, ça, j'ai oublié. Malheureusement, on a un problème, c'est qu'effectivement, le pain complet et les pains au levain sont meilleurs pour la santé, mais ils contiennent plus de cadmium. Donc, je ne sais pas quoi vous dire finalement sur le pain. Peut-être n'en mangez pas. Sur le cadmium spécifiquement, je ne sais pas. Je sais même pas si on sait. Je ne sais pas sur l'impact mis à court terme. À long terme, je crois oui, c'est du cancer et tout ça, mais à court terme, je ne sais pas. D'accord, merci. C'est pas encore. Moi, j'avais deux questions. Je crois qu'à un moment, tu as parlé du thé au petit déjeuner. Oui. Est-ce que, tu avais l'air de dire que c'était quelque chose d'important. Est-ce que tu as gardé la même consommation toute ta préparation? Est-ce qu'à un moment, près de la course, tu as un peu réduit tout ça ou pas du tout? Le thé, non. Alors le thé, c'est très bien pour les antioxydants. Je disais non, moi je prends petit-déj par exemple parce que, je disais c'est juste par exemple éviter quand on mange de la viande rouge ou des aliments riches en fer, du coup pour cet effet néfaste sur l'assimilation du fer. Mais sinon non, c'est juste, ça fait partie un peu des super aliments en gros qu'on peut consommer très riches en antioxydants globalement. Ok, la deuxième question par rapport à, on ne parle pas du tout bien sûr de l'alcool dans tout ça, mais par rapport au plaisir que tu peux avoir à côté dans ta préparation, est-ce que tu as complètement enlevé ça ou...
Tout ce dont j'ai pas parlé, c'est qu'il faut pas, il faut pas le consommer. L'alcool, j'aime pas ça personnellement. Enfin, en tout cas pour le goût, pour les effets c'est autre chose, mais pour le goût j'aime pas ça. Donc non, c'est pas un sacrifice, mais par contre l'alcool c'est très mauvais pour plein de trucs, mais notamment pour la récupération musculaire. Et on n'imagine pas quand on fait de la course à pied, on fracasse du muscle, mais en fait quand on descend, quand on fait de la descente, c'est ce qu'on appelle un effort excentrique parce que le quadriceps il est étiré et en même temps il est contracté. Donc contracter un muscle en même temps qu'on l'étire, ça fait énormément de dégâts au muscle. C'est là qu'on se fait le plus mal, c'est sur les efforts excentriques, et c'est pour ça qu'on a besoin de consommer beaucoup de protéines. Et l'alcool, il vient gêner cette récupération musculaire. Et le café? Le café, c'est pareil, il y a une ou deux restrictions, c'est peut-être comme le thé par rapport au fer, je crois que c'est le même combat. On peut en consommer, il y a peut-être une ou deux restrictions, je ne sais plus parce que je n'en consomme pas, mais c'est un bon aliment aussi, globalement. 2-3 tasses par jour. Tu n'en as pas parlé, donc c'est que tu n'es pas un adepte de la spiruline? Non, je ne consomme pas de spiruline. Je ne suis pas spécialiste de la spiruline parce qu'on parle souvent pour le fer aussi, je crois, en partie. C'est des algues. Oui, c'est des algues, ça, oui, je sais. Il y a plein de minéraux, vitamines, etc. dedans. Et je crois qu'il y a du fer aussi. Il y en a qui vendent ça pour le fer. Globalement, quand même, je ne vais pas m'avancer pour la spiruline, mais il me semble que ce qui est quand même plutôt montré, c'est que le fer d'origine végétale est quand même moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Et c'est toujours pareil, en fait, il faut se méfier aussi quand même, parce qu'un sportif qui dit je suis passé végétarien il y a 3 mois, je me sens bien, une carence, elle ne va pas se développer en 3 mois. Certaines carences, ça peut être plus long. Donc il faudrait lui demander qu'il fasse des prises de sang tous les 5 mois et qu'il nous les montre, voir le suivi en fonction de son changement de régime, de comment ça évolue. Mais il y a, voilà, donc bon, je n'ai pas d'avis particulier sur la spiruline spécifiquement. Pour les commandes, genre j'ai peut-être raté l'information, tu l'as peut-être déjà donné, mais j'imagine que tu as effectivement étudié les coûts, la qualité, donc les produits, tu les commandes directement sur Internet, sur quel site, ou alors tu les commandes auprès d'un fournisseur ici à La Réunion? Pour ce que je consomme en course plutôt, c'est ça? En course, et puis avant la course, tout ce qui t'aide à préparer, les cartons qu'on a vus tout à l'heure. Ouais, pour les produits au quotidien, j'avoue, donc si je voulais encore plus optimiser, il faudrait que j'aille chez les primeurs, manger plus des fruits locaux et tout ça, je ne fais pas. Ce sera peut-être une amélioration future. Mais plus éviter les grandes surfaces, mais bon, ça complexifie encore beaucoup les choses. Pour ce qui est des produits, les fameux qui sont... Ah, ils sont là. Non, bon, bref. Oui, je les commande et alors en fait on peut les trouver, la marque que j'utilise on peut la trouver à La Réunion, mais c'est très cher, alors que moi du coup effectivement, alors j'avais un code promo parce que je suivais un trailer, bref et tout ça, donc moi j'avais plus de 30% de promotion, donc ça valait pas le coup que je les achète à La Réunion à l'unité, plus en prenant des lots énormes j'ai encore des réductions, donc du coup oui ça venait probablement par avion. Donc moi, ouais, la plupart des compléments que je prends, ils viennent par avion, mais en vrai, c'est des produits qu'on peut trouver quand même, je les ai vus, que ce soit même maltodextrine, mes compléments alimentaires d'une marque dont je n'ai pas donné le nom, mais qu'on connaît peut-être le symbole, ou les autres produits plutôt compotes, etc., en bar, ça peut se trouver quand même à La Réunion. Mais sinon, ils ont un site et ils livrent à La Réunion. Chez les cyclosautres. Oui. Oui, mais en fait, donc à La Réunion, alors on n'aura peut-être pas effectivement la remise puisque tu suivais le trailer, mais si on peut quand même trouver un prix intéressant, si on achète régulièrement sur un site en particulier, on arrive à trouver moins cher que ce qu'il y a ici à La Réunion ou pas? Ah bah c'est juste le site classique et puis ils importent à La Réunion. Et avec le prix d'importation, tu arrives à faire avoir un coût j'ai accepté que ça me coûterait plus cher que si j'habitais en métropole. Oui, il y a un coût des frais de l'octroi de mer, tout ça, qui coûte cher. Effectivement, quand je dis que j'avais un colis à 600 €, en plus derrière il y avait l'octroi de mer et tout ça. Ça revient moins cher que de l'acheter ici? Oui, je pense. Parce que, de toute façon, il y a plusieurs raisons dans tous les cas. Donc raison numéro 1, mon colis de 900 €, il était passé à 600 €. Donc si je l'avais payé au prix d'ici, c'était 900 € en gros. C'était le prix de la barre à l'unité en gros, quand je vais une barre dans les magasins de trail, j'avais vu.
moi, du coup, le gros lot plus la promotion spéciale, j'économise 300 €, et l'octroi de mer et la livraison, ça peut être 150, 170 €. Donc, oui, c'est moins cher. Et en plus, si je dois aller au magasin pour aller faire mon plat pour 3 mois, je vais lui dévaliser sa boutique, ça va être galère, quoi. Ça va pas être pratique à gérer. Donc la livraison est quand même. Donc dans une gourde, moi je mets la maltodextrine, 2 cuillères, un peu de BCAA, mes sels de Vichy électrolytes. Donc ça, faire toutes les gourdes, quand il y en a 4-5 à préparer, plus toutes les compotes, les machins, ça prend bien 20 minutes. Et à ça se rajoute que des fois, il y a peut-être un trajet de 20 minutes, 30 minutes pour aller au terrain d'entraînement, tout ça. C'est pour ça que je disais, des fois ça décale vachement les repas. S'il y a un entraînement de 5 heures, plus 1 heure de trajet, aller-retour, ça décale énormément les repas. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Puis après, il y a s'occuper du matériel en rentrant, parce que quand on met de l'eau dans une gourde et qu'on la laisse 3 jours, c'est pas un problème, mais quand on a de la maltodextrine dedans, les bactéries, elles se développent, parce que c'est des glucides. Et les bactéries, elles se développent vachement là-dedans. Il faut s'en occuper assez vite, tout ça, donc ça prend pas mal de temps. Et comment est-ce que vous arrivez à concilier ça avec l'activité professionnelle à côté? Mystère. Il faut faire que ça. Manger, dormir, s'entraîner et travailler. Après, dans mon cas, bon, j'ai été coupé dans mon élan. Dans mon cas, il y a des périodes quand même un peu plus de... Avant une course, on diminue la charge, après on remonte. Et voilà. Ça prend du temps. Et oui, on ne fait pas autre chose. C'est un choix. Une dernière question. Est-ce que vous pensez continuer la course l'année prochaine ou bien changer de sport au vu de la localisation Je continuerai toujours la course parce que j'aime la course à pied, mais je la pratique déjà plus comme je la pratiquais à un moment. Mais oui, je continuerai toujours la course et la randonnée, en rando-trail. C'est une passion. Crois-tu que C'est la liberté, la course à pied. Ah oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on court, on n'a pas faim, au bout d'un moment, si, mais globalement, on n'a plus faim, on n'a plus envie de dormir, on est juste On pense pas aussi. libre. Pas tout à fait vrai, mais oui, ça dépend. Quand on est dans les sentiers réunionnais, il faut être concentré. C'est ce qu'on fait. J'ai une question par rapport aux blessures. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous modifiez votre alimentation quand vous avez une blessure, par exemple? Faut pas se blesser. Alors, comment on fait? J'ai eu toute une période dans ma vie où je me blessais tout le temps parce que j'étais trop bourrin. Et après, j'ai eu un kiné qui m'a aidé à me réadapter et je me suis assez peu blessé parce que je pense que ma technique d'entraînement permet de peu se blesser parce que, je dis pas que c'est la meilleure technique d'entraînement, mais je pense que c'est une bonne technique quand on veut progresser assez vite. Parce que, en gros, je suis passé de... J'étais pas débutant en course à pied, mais j'ai peu couru pendant 2-3 ans et j'ai repris. Et il m'a fallu à peine 2 ans pour arriver à des semaines d'entraînement de 100 km de course, sachant qu'à côté il y a encore de la muscu, il y a encore du vélo, et il y a du dénivelé. Donc je pense que c'est une progression assez rapide, et je pense que le secret de cette progression, au début ça a évolué lentement, mais après ça a décollé un moment. Le secret de cette progression pour moi, c'est d'avoir des semaines qui se ressemblent énormément d'une semaine à l'autre. Il y a des coureurs qui vont faire des semaines qui varient beaucoup. Mentalement, ça peut être intéressant de changer ces semaines, d'avoir des semaines qui varient beaucoup. Mais le fait de vraiment faire toujours les mêmes semaines, le corps il sait que le dimanche il a sa grosse sortie. Et du coup je pense que les signaux qu'il envoie, ils permettent mieux de comprendre ce qui se passe. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que souvent les signaux ils arrivent trop tard. Quand on a un peu mal, c'est déjà trop tard. Et le fait de faire les mêmes entraînements, les signaux ils arrivent plus au bon moment, enfin, c'est un ressenti encore une fois. Et on a plus le temps d'anticiper et de dire ok finalement là je vais faire une demi-heure de moins, je vais un peu moins forcer, je vais faire attention. Donc le fait d'avoir des semaines très répétitives, et en fait chaque semaine en gros je fais la même chose plus 5-10%, ça permet vraiment de réguler ça. Alors après le corps humain des fois il a peut-être besoin qu'on choque un peu plus en faisant des semaines différentes. Je serais sans doute arrivé vers ce type d'entraînement en connaissant mieux mon corps, mais pour le début, avoir des semaines vraiment qui se ressemblent, c'est vraiment, je pense, assez optimal. Et aussi, est-ce qu'il y a une place au tâtonnement dans votre démarche pour trouver votre alimentation Est-ce que vous avez senti ça? Tâtonnement, oui, il y a un peu. Par exemple, on se rend assez vite compte que manger des bars en montée, c'est pas trop possible parce que le rythme il est un peu trop élevé, on n'arrive pas à manger, donc il faut plutôt manger des gels et des compotes.
Donc ça, c'est des petites choses, des petites adaptations qu'on fait. Au début, on avait prévu de faire, je sais pas, une barre, un gel, une barre, un gel, une barre, un gel. Et en fait, non, on adapte, on va manger des barres quand on descend, on va boire les gels quand on monte. À part ça, moi, on va dire, en testant le protocole, en ayant assez vite du coup modifié le protocole de débutant à très bon protocole, j'ai pas trop eu de problème et c'était plutôt adapté. J'ai pas eu de grosse modification à refaire par rapport à ça. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, moi j'en ai. Crois-tu vraiment que les Den, Calais et compagnie, tous ceux qui gagnent le Grand Raid, ont vraiment une alimentation aussi étudiée, aussi... Non, je suis mal. Alors, il y a quelques années encore, on avait un coureur qui s'appelle Jim Walmsley et d'autres Américains. Alors Jim Walmsley, c'est un mec sur le papier, c'est un des meilleurs au monde. Enfin, il a des temps au marathon qui sont au semi-marathon qui sont exceptionnels, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la discipline. Donc physiologiquement, c'est un monstre. Mais c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'Américains, s'était réputé sur l'UTMB, qui est la rivale de la Diagonale des Fous. En général, ils avaient du mal à passer les 100 km, ils se faisaient rattraper après 100 km, ils avaient du mal à gérer les courses plus longues. Parce qu'effectivement, des courses de 15 heures, on peut encore se permettre de faire des erreurs et de bien performer sur des courses de 15 heures. Et c'est quand on commence à taper les 20 heures et plus, que les erreurs qui ont été faites même depuis le début de la course, c'est-à-dire par exemple ne pas boire suffisamment, ne pas s'alimenter suffisamment, on commence à les payer dans les 15-20 heures. Et Jim Walmsley, du coup, il y a quelques années, il est parti, il était en tête au kilomètre 112, il était en train d'exploser tout le monde. Et on le voit dans la vidéo au kilomètre 130, il est en train de marcher comme un randonneur du dimanche. Et il s'est fait doubler par 3 personnes, du coup, il a pris un retard monstrueux. Par rapport, enfin vraiment, quand il se fait doubler, il court et lui, il marche, quoi. Et donc lui, c'est un coureur qui était connu, et on le voit dans ses ravitaillements, pour faire un peu n'importe quoi. Boire du coca, alors le coca, par exemple, on peut en boire en fin de course. Dans les 2 dernières heures, on peut commencer à envoyer des sucres un peu rapides et tout ça. Mais en fait, quand on envoie, il avait des pics de glycémie, du coup, on voyait dans les vidéos qu'il ne maîtrisait pas très bien son sac, il ne sait pas où sont rangés les trucs et tout, alors que voilà, normalement, c'est bien de s'entraîner, bon ça j'avoue, je ne l'ai pas trop fait, mais de s'entraîner avec son sac au complet pour avoir l'habitude du poids, de comment est son sac, est-ce que c'est bien réparti dedans, etc. Avant la course, de s'être entraîné sous la pluie, etc. On voyait que lui, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il vient sur la ligne de départ avec un t-shirt manche longue, alors tout le monde est en t-shirt qui fait chaud, donc ça veut dire qu'il a déjà une sudation avant la course, donc il perd des minéraux et tout ça, et ça c'est des choses qui se payent après. Et donc voilà, c'est un coureur où on voyait très bien que c'était pas optimisé, et que c'est un professionnel. Après, l'ultra trail reste, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste un sport d'amateur. La Diagonale des Fous, il y en a 3 qui sont professionnels, vraiment professionnels, le reste c'est des amateurs. Ce qui fait que par exemple en ultra trail, et c'est ça les sports d'amateurs, c'est ce que je trouve intéressant dans les sports d'amateurs, bah, on voit par exemple des coureurs, il y en a un qui est connu qui s'appelle Casquette Verte, qui fait n'importe quoi, qui s'entraîne sur Paris, donc il fait du dénivelé dans Paris. Motivé hein, par contre, parce qu'il se fait Montmartre 50 fois, donc très motivé. Et il court 20 heures par semaine. Mais il n'a pas un entraînement qui est optimal, il n'a pas une alimentation qui est optimale, bien qu'il s'est quand même amélioré je crois ces dernières années. Et il a fait 10e à la Diagonale des Fous. Ça arrive parce qu'on est dans un sport qui est encore amateur. En cyclisme professionnel, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à un mec qui s'entraîne beaucoup comme ça, qui va suivre le peloton. Parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels, maintenant ils sont des cuisiniers, tout ça. Enfin ça c'est de la charge mentale en fait. Un cycliste numéro 1 du Tour de France, quand il va faire son stage en altitude pour avoir plus de globules rouges, il part pas tout seul à gérer justement, c'est pas lui qui gère la logistique, c'est de la charge mentale en moins. Il emmène un cuistot, un directeur sportif qui lui tend les gourdes, c'est vraiment, il a un kiné derrière qui le masse systématiquement, etc. Et tout ça, ça va jouer énormément sur ces sports. Donc oui, en ultra-trail, il y a encore des gens qui sont amateurs sur certains aspects, et il y en a plein, on les voit tous les ans qui partent trop vite des professionnels et qui abandonnent. Mais c'est parce que finalement, le trail reste encore un peu amateur. Ça n'existe pas dans d'autres sports qui sont beaucoup plus professionnels comme le cycliste. Parce qu'il y a plus d'argent. Alors justement, tu mentionnes le cyclisme, c'est intéressant. On avait entendu ces dernières années, le nouveau truc chez les cyclistes, c'était les cétones. Est-ce qu'en trail, ça sert à quelque chose? Déjà, les cyclistes, ça leur sert à quoi? Et est-ce qu'en trail, ça pourrait servir à quelque chose? Les cétones, nous on a vu, c'est beaucoup les glucides qu'on consomme. On consomme des glucides. Toujours pareil, on a un problème dans la digestion des glucides. On a une limite en fait, on atteint des limites physiologiques. A priori, sur un vélo, c'est à peu près 120 grammes de glucides à l'heure, les limites physiologiques.
En course à pied, on a vu sur le dernier marathon qu'ils avaient réussi à atteindre pareil. Et du coup, le but, c'est de développer des nouveaux nutriments. On peut encore augmenter la consommation, l'apport en molécules qui permettent de récupérer de l'énergie à la fin. Et donc, les cétones, je ne connais pas très bien le détail de la molécule, mais en gros, je sais que voilà, c'est encore mieux en termes d'assimilation. Ça permet du coup de performer encore plus. Par contre, c'est ultra mauvais à terme, une surconsommation, c'est vomissement et troubles de la vigilance. Ouais, ça j'avoue, je pas creuser, mais ouais, j'imagine qu'il y a forcément des effets secondaires. En tout cas, ce que j'avais vu, c'est qu'il me semble que le prix d'une gourde avec des cétones, c'est 30 € la gourde. Un cycliste sur le Tour de France, une étape, c'est 10 gourdes, je crois, par cycliste. Ce qui fait que ces dernières années, ça s'est constaté d'ailleurs qu'il y a vraiment des équipes, elles n'ont pas les moyens d'avoir le même investissement que les grosses équipes. Il y a vraiment sur ce sport, le cyclisme, il y a vraiment un écart entre les petites équipes et les grosses équipes en termes de moyens, et ça se ressent sur la performance sportive. Donc ouais, les cétones, c'est un nouveau truc. Mais je crois qu'il y a un trailer qui utilisait, c'est Tom Evans qui les avait utilisés. Il a gagné un UTMB, d'ailleurs c'était cette année, l'août dernier. Mais oui, a priori ça peut être utilisé, s'il y a des contre-effets, je ne sais pas au bout de combien d'heures ils peuvent apparaître ou pas. Mais bon, il y en a un qui les a utilisés en tout cas. Après, c'est peut-être du coup quelque chose qui est utilisé jamais aux entraînements, alors peut-être une ou deux fois quand même pour habituer le corps, et que en compétition, donc de manière très réduite. Mais j'ai pas trop de nouvelles dans le cyclisme, je ne sais pas si ça continue beaucoup ces trucs-là. Tous les ans, il y a dans les gens qui sont dans le groupe de tête, hein, disons les 20 ou 30 premiers, ou les 20 ou 30 favoris, il y a des gens qui abandonnent dans les premiers 25% de la course, et quand ils sont interviewés, ils disent « j'ai eu des troubles digestifs », ce qui paraît étonnant pour des gens qui sont a priori hyper entraînés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être obligé d'arrêter à un moment pour des troubles digestifs alors que vous étiez normalement préparé au top et pourquoi ça leur arrive à eux alors que c'est des gens qui sont a priori en fait, qui ont toutes les chances de leur côté, quoi. Comme j'ai dit, quand on fait consommer à son estomac, digérer à son estomac plus de 5000 kilocalories par jour, qu'on est en train de faire de l'effort, donc il y a un nombre plus, toutes les heures d'effort, c'est des heures où en fait l'intestin il est mal irrigué, puisque le sang il part dans les muscles, et un cycliste il s'entraîne en moyenne plus qu'un trailer, un peu plus, 5-6 heures par jour, parce que c'est un sport qui génère moins de choc, parce qu'il n'y a pas de choc quand on tape sur le sol, donc on peut s'entraîner énormément en cyclisme. Et de toute façon, leur but c'est d'aller chercher le maximum. Donc ils testent à l'entraînement leur maximum de ce qu'ils peuvent consommer, et ils essayent de faire pareil en course. Et si en course, il fait un petit peu trop chaud un jour, il est un petit peu malade, il y a un petit coup de mou, dès qu'il y a le moindre pépin, ça va faire que comme on était au maximum de ce qu'on pouvait consommer, peut-être que là ça passe pas. Et alors c'est pas forcément un arrêt, pas toujours, mais oui, des fois on peut sentir qu'on a qu'on a un peu de mal à manger, donc on est obligé de moins manger et ça se ressent sur la performance direct. Et la question, est-ce que ça t'est arrivé Moi ça m'est arrivé, oui, du coup dimanche j'ai fait un 30 km et dans les 2 premières heures j'ai vu que j'avais un peu de mal à manger. Mon repas je pense a été pris j'ai pas voulu me lever trop tôt, donc le dernier repas a été pris trop tard. Et ça a fait que du coup il y avait une digestion et que j'ai eu du mal à manger suffisamment. Et bon, il y a d'autres courses où ça m'est arrivé, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Donc ça m'est déjà arrivé de faire attention et d'essayer de manger le maximum en guettant quand est-ce que je commence à avoir un peu mal au ventre et en attendant. Tu disais tout à l'heure sur la diagonale, à un moment tu avais le problème gastrique. Mais là j'ai été vraiment malade dès le début, donc là je sais pas trop si j'ai été malade, un peu de stress ou pas, mais j'étais vraiment malade avant la ligne de départ. J'étais malade toute la journée en fait. Donc là c'est un peu différent, mais forcément sur la course c'était compliqué. Mais non, par contre, en fait on va dire, sinon sur les autres courses, à part malade avant, en gros j'ai dû diminuer de 60 grammes de glucides par heure à 50 ou 40, donc j'ai dû diminuer un peu, mais ça m'a pas trop affecté ma performance quand même. Globalement j'ai pu continuer à manger, mais j'ai senti qu'il fallait que j'y aille doucement, quoi. C'est un peu ça que j'ai senti. Ça a un peu réduit mon maximum. Bien. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut remercier une fois Gaëtan. Merci pour toutes vos questions.